Je vais te présenter quelques trucs et astuces pour débuter en apiculture naturelle. Alors, ce qu'on voit en général, c'est surtout des éléments techniques. Alors là, je vais rapidement synthétiser les principaux trucs et astuces pour bien débuter, mais sur le plan technique. Et puis après, je mettrai l'accent sur deux points particuliers. Le premier, c'est la façon de voir les choses, et la deuxième, c'est la façon de vivre les choses. Voilà, donc c'est pas un cours d'apiculture parce que là on a un entretien de 1 heure à peu près. Et en 1 heure, on fait pas la vie des abeilles, les maladies, les cycles des saisons et ainsi de suite, quoi. Donc c'est juste l'accent qu'il faut mettre sur les données telles qu'elles se présentent, hein. Donc dans les livres en général, on te liste toutes les problématiques et puis le débutant, il sait pas quoi en faire. Il apprend tout par cœur, il a tout compris, mais il sait plus par quoi commencer. Et surtout, au fur et à mesure de sa pratique, il n'arrive pas à hiérarchiser les éléments. Donc là, c'est la hiérarchisation des éléments pour bien arriver à formater le travail ou alors se créer une grille cognitive, hein. Voilà. D'abord, premier point, où implanter sa ruche. Alors, il y a deux choses qu'il faut vérifier. D'abord, la qualité, la production qualitative et quantitative des ressources. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup de végétaux, il faut que ça soit assez diversifié, hein. L'exemple typique, c'est des cultures. S'il y a beaucoup de cultures, donc il y a beaucoup normalement de pollen, mais c'est souvent que limité dans le temps à l'été ou au printemps, et puis après il n'y a plus rien, quoi. Donc il ne s'agit pas d'avoir des considérations uniquement quantitatives, mais aussi qualitatives. C'est très important d'avoir des friches, des haies, des délaissés. Donc l'idéal, une forêt qui n'est pas trop entretenue avec, ou qui est recépée avec des bas-côtés, une ripisylve, ce genre de choses. Là, on est toujours sûr d'avoir des mauvaises herbes, des ronces, du lierre, tout ce qui va avec, quoi. Donc c'est très important d'évaluer la quantité de ressources disponibles en quantité et en qualité. Ensuite, s'éloigner le plus loin possible de l'agriculture. Euh, le domaine le plus critique étant l'arboriculture. Il traite, je crois, 45 fois par an, hein. Donc ça fait, sur 3 mois, ça fait pratiquement tous les 3 jours, il traite. Là, c'est des milieux où il n'y a plus aucune vie, il n'y a plus de vie du sol, il n'y a plus rien du tout. Mais aussi, avec le temps, maintenant, il faut éviter les villes. À Strasbourg, on a beaucoup trop de ruches. Les services de la mairie qui sont responsables de la biodiversité tirent le sonnette d'alarme depuis 3 ans. Les apiculteurs industriels mettent des ruchers de 30, 40, 50 ruches en ville et il y en a beaucoup trop. Dans un quartier de Strasbourg, il y a plus de 800, 900 ruches, ce qui est totalement inadmissible. Ça a deux conséquences. D'abord, ça se fait au détriment de la faune sauvage. Donc tous les pollinisateurs, les cirfes, les mouches, les papillons, ben, ils n'ont plus rien à manger. Mais aussi les abeilles. L'abeille domestique, il faut la nourrir tout l'été. Mais bon, comme c'est dans leurs habitudes aux apiculteurs industriels de nourrir tout le temps avec du sirop, eux, ça les dérange pas, mais c'est pas du tout écologique, quoi. Et surtout, ça marche pas. Ça marche pas pour quelqu'un qui veut faire de l'apiculture naturelle, ça marche pas du tout. Alors voilà, donc ça c'était le point où implanter les ruches, il faut vérifier ces choses-là. Maintenant, au chapitre où trouver des ruches. Alors les ruches, soit vous les achetez, hein, si vous n'êtes pas équipé, pas bricoleur, on en trouve un peu partout maintenant, un peu pas trop cher. Et si vous êtes bricoleur, c'est la voie royale, hein, donc ça permet de s'approprier l'élément, de bien l'avoir dans la peau, de sentir l'espace, de bien comprendre le rôle de chaque pièce. Donc il y a un tutoriel sur le site permaculture.alsace. Ça vous permet soit de fabriquer toutes les pièces de bois à partir de la liste des pièces, hein, donc il y a les dimensions, les quantités, les nombres, soit de les commander chez un scieur ou un menuisier près de chez vous, soit il y a même un menuisier, un scieur qui vous les fait en kit et qui vous les envoie chez vous, hein. Donc il y a deux types de ruches, les ruches varées et les ruches TBH. Voilà. Ce qui est bien si vous la fabriquez vous-même, c'est de prendre du bois de récupération. En général, la ruche est toujours faite avec des chutes, hein, des bouts de bois qu'on ramasse à droite à gauche. Ce qui est bien, c'est de faire attention à ce que ce ne soit pas du bois traité, parce qu'évidemment, ça se fait aussi au détriment de la qualité de vie des abeilles qui vont habiter dans cette ruche. Voilà. Maintenant, se former, comment se forme-t-on en apiculture? Là, il y a un article sur permaculture.alsace, toujours, donc, qui vous explique donc, les choses à lire et puis les apiculteurs éventuellement à voir et ce qu'il faut faire avant, hein. Donc, il y a quelques livres à lire, c'est important, des livres de base. Je rappelle qu'il faut éviter tous les livres récents d'apiculture générale parce qu'ils sont faits par des apiculteurs industriels, donc ils sont même pas faits par des apiculteurs souvent. D'Adam n'était pas un apiculteur, hein, Langström non plus d'ailleurs, c'était des commerçants. Et il faut remonter à l'époque.
précédant l'apiculture industrielle, et là vous avez beaucoup d'éclairage sur la vie de l'abeille, le ressenti de l'abeille et le cycle naturel de l'abeille, on va dire le travail en respect. Après, ça se fait toujours pour le rendement et pour la production, et puis soit on tue l'abeille, soit on s'en fiche complètement, quoi. Voilà, donc ça c'est important de regarder. Là, je vous ai mis des livres qui sont pertinents, très très pertinents, qui ne sont pas forcément difficiles à trouver, mais qui ne sont pas souvent dans le circuit commercial normal. Au chapitre Où trouver les abeilles, il y a deux possibilités. Soit tu es à l'aise la méthode la plus simple, c'est de taper sur YouTube cueillette d'essaims ou essaim sauvage ou essaim d'une manière générale, et puis on voit comment les gens ramassent les abeilles, hein. C'est soit par terre, soit à 1 mètre du sol, soit dans les arbres, ou sur les toits, sur les gouttières, derrière les volets. Et une fois qu'on a acquis la chose, donc il faut s'entraîner, il faut prendre une ruche vide, s'entraîner à la manipuler sans que tout tombe par terre, hein, et voire même sur un escabeau, monter en haut d'une petite échelle. Tu t'accroches un ballon par exemple à une branche, tu montes avec ta ruche, tu secoues le ballon pour que le ballon tombe dans la ruche, tu descends tranquillement sans tomber, en t'aidant d'une main et avec l'autre main en tenant la ruche, hein. Donc c'est un petit exercice, hein, qu'il faut pratiquer pour arriver à travailler dans toutes les conditions normales. Et puis après, il faut franchir le pas, il faut téléphoner au pompier. L'idéal, c'est de trouver un copain pompier, tu lui dis que tu es apiculteur et que tu ramasses les essaims. Et là, pour les débutants, il faut prendre uniquement les cas de figure auxquels tu peux répondre. Donc si on te demande à 30 mètres de hauteur, dans une cour d'école ou dans une foule, tu laisses ça à un apiculteur chevronné, c'est trop risqué pour toi et pour les autres. Et tu prends que les cas de figure pas risqués dans un lotissement, dans une haie où tu es seul, où tu peux refaire la chose, quoi. Donc YouTube pour t'apprendre et les pompiers pour te tenir informé quand il y a des essaims, et les pompiers te disent voilà, voilà, ils sont là. En général, c'est entre 11 h et 13 h. Il faut être absolument disponible et partir dans la minute où on t'appelle. Il ne faut pas attendre. Donc les gens qui sont salariés ou en route ou jamais chez eux, ça marche pas, quoi. Donc il leur reste plus que le cas de figure d'acheter un essaim. Là, le plus simple, c'est que tu vas chez un apiculteur du village et tu demandes à acheter un essaim. Il faut le réserver en général à l'avance, hein. Voilà. Moi, j'ai jamais acheté d'essaims, et j'en achèterai jamais. C'est un plaisir de cueillir les essaims. J'en fais avec Ruche École, on en fait une entre 20 et 30 chaque année pour expliquer, montrer aux gens comment on le fait. Ça permet aussi d'éviter l'importation de parasites et la sélection, donc l'appauvrissement génétique, du patrimoine génétique des essaims, en achetant des essaims qui sont toujours sur les mêmes reproducteurs, quoi. Voilà. Je pense que vraiment ça s'achète pas des essaims. Mais si on n'a pas le choix, bon, c'est une solution comme une autre. Maintenant, Ça coûte combien ça? un essaim coûte, je sais pas, entre 70 et 110, 120 euros, quoi. Ça dépend beaucoup de la taille de l'essaim. Il y a des essaims qui sont dans les petits volumes, il y a des essaims qui sont très corrects, qui sont bien. Ensuite, il y a des gens qui ont des variétés locales qui sont, enfin locales, du bâtard, mais bien adaptées, quoi. Et puis il y en a qui font de la grosse blonde, qui sera malade, quoi. Et voilà. Donc ça dépend beaucoup des gens, quoi. Et puis si tu vas chez un petit vieux, ce sera 50 euros, un petit essaim d'une bonne abeille, quoi. Mais voilà, c'est un peu à la tête du client, quoi. Voilà. Chapitre suivant, comment conserver et développer son cheptel. Maintenant qu'on a la ruche et on a tout mis en boîte, si on fait rien, le cycle de l'abeille, normalement, fait que ça va décroître et à un moment, il n'y aura plus d'abeilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, et ça c'est le premier point extrêmement important, on va dire, ça c'est euh, l'essentiel de ce qu'il faut retenir au point de vue technique de la vie des abeilles. Les abeilles ont deux caractéristiques, donc la vie de l'essaim a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il essaime dès qu'il peut et en grand nombre, donc il n'essaime pas une fois. La deuxième, c'est qu'il a un cycle de vie de 5 ans. Et donc avec un maximum la première année, après c'est une décroissance, et après c'est le dépérissement complet, quoi. Donc, et c'est vraiment l'enjeu numéro un du débutant. Il ne faut pas qu'il se dise j'ai acheté l'essaim, j'ai la paix maintenant, je vais me calmer, je vais l'observer, et chaque année je vais voir comment ça va marcher. Non, ça va décroître et à un moment il n'y aura plus rien, ça va être de pire en pire. Et donc, quand on achète un essaim, en général il est au summum et après ça fait que de décroître. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben, c'est un petit peu comme voilà, c'est Ovide, hein, le secret du bonheur, hein, donc ça a plus de 2000 ans. C'est Ovide qui disait il y a deux types de gens, les gens qui sont capables de faire avec ce qu'ils ont comme données, qui sont toujours heureux, et puis les gens qui n'acceptent pas la réalité et qui sont toujours malheureux. Il y a toujours un problème.
Donc moi je renvoie au vide, hein, lisez ses écrits qui sont très intéressants. Euh, il faut savoir tirer parti de ces éléments-là. Comme ce sont des incontournables, il faut savoir en connaître les avantages et savoir les utiliser, hein. Malheureusement, la plupart des apiculteurs, quand on lit les livres, hein, ils évoquent ça en termes de problèmes. Dans le meilleur des cas, ils les nient et ils font comme si ça n'existait pas, et puis ils colmatent la chose, ils récupèrent les fuites, ils n'en parlent pas trop. Et le pire, c'est d'appeler ça un problème et de lutter, hein. Lutter, lutter, lutter. Et chaque fois qu'il y a un truc, c'est punaise, je me suis fait avoir, punaise, ça marchait pas, punaise, c'était une mauvaise abeille, punaise, c'était une mauvaise année. Non. Les abeilles font des essaims, il faut que ça vous rende heureux, il faut que vous puissiez souhaiter à l'essaim de faire beaucoup d'essaims sauvages, et puis quand ça décroît, il faut simplement s'y attendre, souhaiter une merveilleuse vie la première année, et la deuxième vie, dire maintenant je vais t'offrir une deuxième vie, hein, en faire quelque chose, quoi. Ou vous faites quelque chose de la vie, et ça sera tu fais quelque chose de la vie d'une manière générale, quoi, et ça sera ton facteur de bonheur ou en général, pour toi, c'est en opposition, tu te focalises sur tes attentes, sur le prix que tu as payé, sur le rendement, et puis là, ça marchera jamais, quoi. Voilà, donc connaître les avantages et savoir les utiliser, ça se traduit par déjà la première chose à faire, dès que tu as acquis ton essaim, tu l'as installé chez toi, il faut que tout de suite que tu te préoccupes de le multiplier. Alors tu as deux cas de figure, soit tu lui fais un tout petit, un bébé, hop, et le bébé l'année prochaine il sera grand, soit tu le divises, hein. Donc c'est un peu à toi de voir si c'est un essaim acheté ou si c'est un essaim récupéré dans la nature, c'est pas la même chose. Si c'est un essaim acheté, ce sera une reine de première année, donc c'est là, c'est un peu dommage de la diviser. Mais si c'est un essaim sauvage, et il faut savoir évaluer son âge. Alors en général, les essaims qui sont au niveau du sol ont des vieilles reines parce qu'elles ont du mal à voler et donc elles se traînent par terre, des fois elles sont même carrément dans l'herbe. Les essaims qui sont à mi-hauteur jusqu'à 1 mètre 50, c'est pareil, c'est aussi des essaims de vieilles reines, mais les essaims qui sont en hauteur, à partir de 3-4 mètres et jusqu'à 20 mètres de haut, c'est ce qu'on appelle des essaims secondaires, tertiaires, quaternaires et hautes, donc ce sont des jeunes reines. C'est après que la reine soit partie, c'est une deuxième ponte qui a donné une deuxième reine, et celle-là est de nouveau partie. Il y a une troisième reine qui est aussi partie, ainsi de suite, quoi. En gros, plus la reine est cueillie haut, plus elle est jeune. Donc là aussi, on va faire deux cas de figure. Si tu récupères un gros essaim avec une vieille reine, il y a forte chance pour qu'une fois installée, elle parte de nouveau. Donc là aussi, tu gardes pas tes abeilles et tu es toujours avec des paquets de petites abeilles qui produisent rien et tu te demandes si elles sont malades et pourquoi elles ne se plaisent pas. Donc la vieille reine, son boulot, c'est de faire des essaims. Donc là, il y a deux, trois cas de figure. Soit tu laisses partir et tu récupères quand tu peux le récupérer, soit tu prévois la fuite de l'essaim et tu l'installes sur place. Donc juste avant que ça sorte, tu l'interceptes l'essaim ou même dans la ruche, hein. Tu vois quand la cupule royale est prête, hop, tu prends et donc tu récupères l'essaim naturel, sauvage, et tu l'installes déjà dans une boîte, c'est la meilleure des cas, soit tu procèdes au remplacement automatique, hein. Euh, pour tout ceci, hein, pour la multiplication, la division des essaims, il y a une seule règle. Tu achètes le petit livre de Gilles Denis, qui est un apiculteur qui a vie avec les abeilles, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est plus quelqu'un qui vit avec les abeilles, il fait corps avec les abeilles. Euh, il a écrit un petit livre qui est. En fait, c'est pas un livre, c'est un guide qui vaut une trentaine d'euros, qui est le meilleur ouvrage que je connaisse. D'abord, il est tout petit, ensuite, il est extrêmement synthétique, donc tu ne te perds pas, c'est pas de la littérature, un truc dans lequel c'est romancé, il parle de lui à la troisième personne, ce genre de choses, hein. C'est vraiment un ouvrage technique parfait. C'est vraiment le meilleur livre que j'ai vu, et c'est à connaître sur le bout des doigts. Bon, les deux tiers sont des généralités, donc en général, si les gens. Si tu connais ça, tu passes ça rapidement. Et la multiplication, c'est une dizaine de pages avec des photos. Donc c'est très vite lu. Il faut connaître ça par cœur. Hein, donc tu vois ça et donc après tu sais tous les cas de figure. La multiplication des essaims. La multiplication des essaims, ouais, des essaims ou des reines. Hein, donc ça c'est important. Ça t'explique tout, hein, quand tu rates, si tu veux pas rater, si tu veux prendre des précautions, si tu veux le faire simple ou un peu plus compliqué. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Et c'est très simple. C'est très simple et ça peut pas rater comme solution technique proposée. Voilà, donc tu lis ça, et donc déjà ça te rassure, hein, tu as 2-3 cas de figure à connaître, et puis c'est tout, quoi. Et moi, ce que je fais, ce que je privilégie, hein, c'est de faire immédiatement des petits nucléus. Donc, comme décrit d'ailleurs Gilles Denis, il faut éviter de faire des nucléus. Qu'est-ce que c'est?
C'est un petit peuple d'abeilles, donc c'est pas vraiment un essaim, c'est tout petit. Tu prends 2 rayons minimum, mais ça marche pas très bien, 2 rayons. Mieux c'est 3 rayons, hein. Il y a une année, on en faisait, je sais plus combien, 20, 30 ou 40, et il y avait quasiment aucune mortalité. Donc ça marche bien quand on arrive à les préparer en série, hein. Et donc on prend 2 rayons et on met dedans ce qu'il faut pour que les abeilles sans reine puissent élever une reine. Donc on ouvre un moment quand c'est la bonne période, on regarde bien, tac, on le met, on isole, on ferme pendant 2 jours, au bout de 2 jours on ouvre, et puis au bout d'un mois c'est prêt. On a un petit peuple d'abeilles. Donc ça coûte rien, c'est génial. Donc si on récupère un nouvel essaim, qu'il soit vieux ou neuf, acheté, tu te fais tout de suite un peuple de secours qui lui va faire la génération suivante. Alors il y a une petite particularité, c'est qu'il marche beaucoup mieux quand on les groupe ces petits peuples de secours. C'est-à-dire quand tu prends une hausse et tu mets dedans, si tu fais des essaims sur 2 barrettes, ce qui est tout petit, tu en mets 4. Donc il faut mettre des cloisons de séparation, c'est expliqué dans le livre de Gidonie, il y a des photos, ça marche bien. Donc ils se tiennent chaud, ils ont une énergie qui fait que ça part beaucoup mieux. Hein, donc ça fait des élevages de reines comme ça, ou des petits peuples qu'on appelle nucléus. Et ceux-là, ils vont être introduits après dans les vieux peuples, soit la même année, soit l'année suivante, et le changement de reine se fait automatiquement. Donc tu n'as rien à faire, il faut juste mettre une feuille de papier journal entre les 2 peuples, et au bout de 2 jours, ils sont appris à se cohabiter, ils connaissent leurs odeurs, et la nouvelle reine remplace la vieille reine. Donc là, en faisant rien, tu as un nouveau peuple. Donc ça, c'est vraiment génial. Soit si tu fais des nucléus sur 3 ou 4 rayons, ou même plus, hein, et ben ce petit nucléus, on va dire ce gros nucléus, il va donner l'année prochaine un nouveau peuple. Moi j'ai ça cette année, hein, donc c'est des nucléus que j'ai un peu gonflés, et puis ils repartent, quoi. Et donc là c'est l'inverse, quand je vais cueillir des essaims sauvages, je vais les ajouter, donc des essaims avec des vieilles reines, je vais les ajouter à ces nucléus, à ces petits peuples qui ne sont pas très gros, et ça va les shooter, la vieille reine sera remplacée, et ça va me faire des gros peuples avec une jeune reine. Et ça va produire tout de suite, quoi. Donc c'est 2 façons de faire, quoi, hein, 2 façons de faire. On peut faire des divisions simples comme fait Gilles Denis. Il y a 3-4 cas de figure en fonction de l'envie, de l'aisance, du potentiel de ton essaim. Tu peux employer plusieurs techniques hyper simples pour multiplier ton essaim, quoi. Mais c'est la première chose à faire. Dès que tu as un essaim, tu commences déjà à multiplier. Un ou plusieurs essaims, quoi. Et c'est seulement avec l'aisance, une fois que c'est installé, que les gros essaims, tu les destines. On va voir un peu après comment ils vont produire du miel. Voilà. Donc pour résumer de ce chapitre, il faut surtout retenir que des essaims sur 2 barrettes partent lentement, et puis il ne faut pas les élever seuls, hein, parce qu'ils ont trop froid et c'est vraiment délicat. Voilà. À ce chapitre toujours, il faut essayer quand on veut commencer. Moi je te conseille minimum 3 ou 4 essaims. Un essaim ça donne rien déjà, une ruche ça donne rien parce que tu sais pas comment faire ton nucléus à côté, quoi. Il faut automatiquement ce qu'on appelle une ruchette ou une petite ruche à côté, quoi. Mais en général pour produire avec une ruche, il faut 3 ou 4 ruches. Parce qu'il y en a une qui est en remérage, donc en déclin, on va dire en déclin et renaissance. Une... Non, en remérage, ouais, elle change sa reine et donc ça donne rien du tout. Elle est occupée à répondre et puis elle part son cycle. Le temps qu'elle se fasse féconder, elle se fait plus rien, quoi. En général, ça c'est bon, c'est mûr après la mielée, quoi. Donc il n'y a plus de nectar, il n'y a plus rien, quoi. Donc tu regardes ta ruche, rien faire, quoi. Elle a bonne santé, mais elle peut être toute petite, hein. Des fois, c'est des tout petits essaims comme ça. Un gros melon, quoi. Ensuite, tu as une ruche qui, elle, ne fait rien. C'est une deuxième, troisième année. Troisième année, elle ne remère pas forcément, mais elle fait rien. Et il n'y a qu'une ruche sur 3 ou 4 qui produit du miel. Hein, donc si vous voulez produire avec 4 ruches, mettons une ruche, pareil, ça fait entre 15 et 20 kg de miel. Moi j'ai une moyenne de 17 kg par ruche, quoi. Si vous voulez faire, on va dire 15 ruches, on va dire environ 50 kg, ils vous font donc 3 ruches, bah, il faut avoir 3 x 4, 12 ruches. Et en faisant pas grand chose, quoi, hein. Ça c'est l'idéal. Si vous êtes vraiment top, vous en prenez que 8, mais bon, avec 12 ruches, tout est peuplé et vous êtes tranquille, vous les voyez. Quand je dis ruches, c'est pas des grandes ruches, hein. Il y en a 8 qui sont des grandes ruches et après c'est des ruchettes, quoi. En tout cas, avec une ruche, ça donne rien. On est, on est, En général, on observe et on assiste au déclin, c'est tout. Il y a des périssements, il y a des disparitions de l'essaim, en tout cas on n'a pas de miel. Et on perd même l'investissement qu'on a mis, quoi, en temps ou en argent, quoi. Voilà, donc c'est toujours ça. Et la deuxième règle, donc il faut retenir de ça, c'est il faut jamais conserver les reines de deuxième année. Donc il ne faut pas forcément les tuer, mais il faut introduire une nouvelle reine, quoi. C'est le réflexe. C'est le réflexe qu'il faut avoir toujours, hein. Donc pour résumer ce chapitre, il faut dès le début considérer le remplacement,
de la reine, parce que si vous ne le faites pas, elle va partir, elle va produire des essaims, il faut le préparer ça. La deuxième chose, gérer le déclin donc, du peuple, qui est un déclin normal, programmé. Et ça fait que 60 000 ans que c'est comme ça, il n'y a aucune raison que ça change. C'est donc les reines de deuxième année, il faut les remplacer. Soit vous les remplacez, soit tu les divises. Hein. Et donc c'est simple, quand tu as un gros essaim, tu le coupes tout de suite en deux ou trois ou quatre. Hein. Tu n'es pas obligé forcément de tuer la reine ou d'intervenir dessus. Hein. Quand tu as un gros essaim, la deuxième année, tu prends ta ruche et tu regardes s'il y a deux étages de couvain, pas des étages de miel. Tu regardes où il y a du couvain. S'il y en a sur deux étages, tu coupes une partie à droite, une partie à gauche, et ça fait donc deux ruches. S'il y a trois étages de couvain, tu fais trois ruches indépendantes. Hein. C'est des actions toutes simples, on appelle ça la division. Hein. C'est pas technique, il faut même pas de lunettes. Hein. C'est tout, hein. Tu prends, tu coupes, c'est tout. Et donc, dès la deuxième année, donc, il faut bien numéroter l'âge des reines. Quand tu arrives à identifier une reine de première année, tu mets un petit post-it dessus, une punaise, reine de première année, et tu mets l'année. Euh, sur la boîte. Sur la boîte. Tu dis, dans cette hausse-là, il y a une reine, sur la ruche, quoi. Hein. Tu dis, voilà, dans cette ruche, il y a une reine de première année. Donc l'année, tu la laisses. L'année suivante, tu sais qu'il faudra travailler dessus, quoi. Ou à la fin de l'année, hein, c'est-à-dire tu la laisses faire son miel. Puis dès que la miel est faite, tu coupes, tac, tac, tu coupes en deux ou trois. C'est facile en fait le couvain du miel. Oui, oui, le couvain pèse rien. Et le miel, c'est lourd. C'est la densité, ça va être 3 quoi. On a de la peine à soulever une hausse de miel, alors qu'une hausse de couvain, vous la prenez avec une main, on a l'impression qu'il n'y a rien dedans. En fait, il y a des toutes petites larves et puis elles pèsent rien, quoi. En densité, c'est vraiment rien. On n'a jamais un remplissage complet de 100% des rayons, de haut en bas, sur toute la surface, quoi. C'est la moitié en général du volume, puisqu'en fait, il n'y a pas de ponte dans les rayons de bord, et sur chaque rayon, dans les coins, il n'y a pas non plus de ponte. Le couvain est représenté par une sphère ou une demi-sphère si c'est sur plusieurs étages, quoi. Donc c'est très facile, ça pèse rien, quoi. On a l'impression qu'il n'y a rien dedans. Et en fait, c'est blindé d'abeilles. Parce que les abeilles les maintiennent en température, les nourrissent, les nettoient et les surveillent, quoi. Donc on voit, c'est blindé d'abeilles, mais ça pèse rien. Donc c'est du couvain. Après, il suffit de renverser la hausse et de regarder hein, derrière. C'est comme un livre, on écarte les barrettes. Hein. Je rappelle qu'en varé, on n'ouvre pas. Hein. C'est comme si chaque fois qu'on voulait voir l'état de santé d'un nouveau-né, on opérait la mère, quoi, hein, ou d'un bébé, d'un fœtus. Quoi. C'est le moment où on n'ouvre pas. Femme enceinte, on n'y touche pas. Les essaims, on n'y touche pas. C'est un mythe qu'on a mis dans la tête des apiculteurs qu'il fallait tout le temps ouvrir, avoir des cartes pour intervenir. Non, non, c'est en fait pour leur fourguer des consommables qu'on a créé ce besoin. Mais on n'a absolument aucun besoin d'ouvrir les essaims, quoi. La varie, on manipule les rayons entiers, les hausses entiers, sans séparer les rayons, sans travailler dessus, quoi. Donc simplement en basculant la hausse et en regardant en dessous, on voit l'état. S'il y a des cupules royales, c'est quasiment toujours en bas, donc ça se voit en un clin d'œil. Et s'il y a de la ponte, on écarte un tout petit peu, très délicatement, les abeilles. Hein. On fera une vidéo ce printemps là-dessus. Euh, on écarte un petit peu les rayons et un peu les abeilles, on peut souffler dessus et on voit la qualité de la ponte. Voilà. Maintenant, au chapitre produire du miel en varech. Euh, ou enfin du miel en varech, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai des varechs, ça fait des années, je produis rien. Donc il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, si vous n'avez pas d'adaptation et si vous n'avez pas un suivi sensible. Donc on expliquera après ce que c'est, je t'expliquerai après ce que c'est que ce que j'entends par attention et le suivi sensible. Donc c'est on va dire une intimité très très poussée avec l'abeille, avec les seins. Et une attention, c'est pas juste j'ai vu euh, genre Veni Vidi Vici quoi. Hein. C'est vraiment l'attention comme dans un couple. Avoir des attentions dans un couple, c'est pas juste t'es là, je suis là, t'as fait à bouffer, je rentre à 8 heures. C'est pas ça l'attention, c'est des cadeaux, c'est l'émerveillement chaque fois quand on arrive, quand on part, et c'est réciproque. Hein. L'attention pousse à l'attention. Tu vas commencer dans un couple, hein, c'est l'émerveillement, c'est tout quoi. Et simplement pour dire que quand on considère une ruche comme un caillou, c'est normal que le caillou vous fasse pas de miel. Quoi, hein. Et je connais quasiment que des apiculteurs qui ont ce type de relation qui ne produisent pas de miel. Donc, moi aussi, je vois pas pourquoi un caillou me fera du miel. Quoi. Donc il existe néanmoins une technique pour ces gens-là qui, on va dire, qui abordent la chose d'une manière zootechnique, zootechniciste. Il s'agit d'assembler les essaims. Pourquoi? Parce que quand on double quand tu doubles le nombre d'abeilles, tu multiplies par 4 la quantité de potentiel de butinage et donc la production de miel. Donc la technique, c'est de prendre une jeune reine, un jeune essaim,
Un tout petit, ça peut être un tout petit, quoi, hein, mais qui a déjà un volume, et de lui adjoindre une autre ruche, voire deux, trois autres essaims. Moi, par exemple, les rennes de troisième, quatrième année, cinquième année, des tout petits essaims, des fois, ils font plus rien, et la ponte, elle est n'importe comment. Je les prends et je les additionne. Tac, tac, je mets tout ensemble. Donc en fait, il faut toujours respecter la façon, hein. Tu mets une feuille de journal et tu mets l'essaim dessus, avec une petite réserve. Il tient 2 jours, au bout de 2 jours, il a mangé sa réserve, mais il a percé le journal. Et donc là, les rennes se font la guerre, la jeune prend le dessus, et le peuple d'abeilles est absorbé. Donc ces abeilles qui de toute façon ne donneraient plus rien, à un moment elles n'arrivent plus à rien, puisque la reine ne pond plus, c'est la mort, hein. Donc tu leur donnes une autre possibilité de continuer, tu leur offres une possibilité de continuer leur vie. Donc c'est jamais aller contre la nature, c'est accompagner la nature, c'est tout. Et donc tu additionnes tous les essaims qui ne produisent plus rien. Tu peux le faire déjà au milieu de l'été, hein. Hop, tu les regroupes et pop, pop, tu les mets tous ensemble. Et ça fait un gros essaim. Quand le risque d'essaimage est passé, on va dire, hein. Mais l'idéal pour produire du miel, donc tu cherches les rennes de 1 an et tu leur ajoutes une reine de 2 ans, mais avec un beau paquet d'abeilles, pas les petits. Les petits, c'est juste pour pas perdre l'essaim, quoi. Mais quand tu achètes un beau paquet d'abeilles, et l'idéal, c'est de ramasser un essaim dans la nature. Donc tu as une ruche avec un essaim de 1 an, une reine de 1 an, et le premier essaim sauvage que tu as, donc qui est une vieille reine, tu l'ajoutes. Et là, ça explose. Ça monte jusqu'à 6, 7, 8 étages, donc 4, 5, 6 de miel, quoi. C'est terrible. Et là, il faut laisser des entrées aux étages parce que ça rentre, ça sort, c'est terrible, c'est l'usine, quoi. Il faut bien attacher la ruche parce que s'il y a du vent, elle tombe. Ça pèse, impossible à soulever, quoi. Et donc là, s'il faut rajouter des hausses, c'est toujours sur le dessus, dessus, hein. J'ai jamais compris comment on ajoute des hausses par le bas, quoi. C'est une forme de malheur, quoi, hein. La ruche est lourde et instable, on cherche pas les emmerdes, quoi, hein. Au moment où on rajoute et quand il y a la mielée, c'est toujours par le haut qu'elle pousse la ruche, jamais par le bas, quoi. Par le bas, elle pousse pour faire des petits, quoi. Mais des larves, donc par le haut, le miel, il rentre par l'étage, quoi. Donc on rajoute les étages au-dessus et on laisse les entrées de secondaire au-dessus, quoi. Donc c'est très facile. Voilà, donc pour faire du miel, quand on ne veut pas se poser de questions, qu'on n'est pas trop doué, on ajoute les ruches. Et c'est de nouveau l'intérêt d'avoir 2 ou 3 ou 4 fois plus de ruches que nécessaire. Si tu as une seule ruche si tu veux faire qu'une seule ruche, si tu en as 3, tu as dans une ruche une reine de 1 an, une ruche, dans l'autre la reine de 2 ans, la reine de 3 ans. Et ben, tu additionnes la reine de 2 ans et de 3 ans à la première ruche. Et que dans les ruches vides, tu mets de nouveau des nucléus dedans pour les années suivantes, quoi. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont exploser. Et puis après, tu feras à nouveau le point. Ceux qui n'ont rien donné, tu les remettras à nouveau dedans. Et puis ceux qui ont bien donné, ben, tu mettras la vieille ruche, donc la ruche de cette année, tu la mettras dedans, quoi. Et donc c'est comme ça, c'est un peu comme, je sais pas comment on peut dire, un peu comme le Rubik's Cube, quoi, hein. Si tu fais des combinaisons, et puis ça produit toujours. Ça prend du temps de faire tout ça dans l'année. Ah, on va dire tu vas 3 fois au rucher au moment du printemps. C'est intéressant comme question, ça. On en reparlera après. Il faut une parfaite maîtrise des saisons, de la pollinisation, de quand il pleut, quand ça sème, ça il faut un peu comme les escargots, faire des antennes, il faut sentir les choses, quoi. Ou sinon tu demandes, hein, c'est l'intérêt d'avoir un réseau comme le réseau permaculture. Donc les gens, moi je mets en général toujours le signal, j'envoie toujours le signal de saison dès qu'il y a des sémages, mais attention, c'est sémage. Et donc les gens le savent, quoi. Je mets ça et puis après je mets attention période de famine. Donc quand c'est complètement terminé, les mielés et compagnie, là il faut faire gaffe. Et donc je mets le signal de départ et le signal de fin. Et donc les gens me disent ah ouais, mais je suis en montagne, c'est pas encore parti, qu'est-ce que je fais? Et puis on échange un peu, quoi. Et donc ça c'est l'intérêt pour les débutants d'être en réseau, quoi. Et non, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire y aller 2-3 fois, quoi. 2-3 fois, 2-3 fois, 2 fois, parce que pourquoi? Parce que quand tu fais par exemple un nucléus, tu le crées, mais il faut le laisser 2 jours enfermé. Donc 2 jours après, il faut revenir. Même si tu fais rien, tu vas juste ouvrir la porte, quoi. Donc, tu reviens. Donc ça compte une fois, quoi. Et ça, il faut le faire 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois, tu fais tes manips, tu vas avoir une semaine après, tu reviens, tu en fais une deuxième. Moi, en fait, je les fais tous les 15 jours, les manips. Parce que il faut à peu près 15 jours en période de mielée pour que pour que la reine ait répondu des rayons entiers. Si tu vas toutes les semaines, il faut faire une ruche sur 2. Et tous les 15 jours, tu arrives à bien puiser dans le capital de ponte et à faire des séries. Euh, Moi je sais plus combien j'avais 6 ruches. Avec 6 ruches, je crois qu'on a fait 30 ou 35, 37 nucléus par an. C'est énorme. Et pratiquement tous ont survécu, quoi. Donc ça c'est vraiment, quand on est bien calé, une bonne saison, ça pousse, on a un rendement dingue. Alors on n'est pas obligé de faire des nucléus, moi je faisais des nucléus pour les ruches et écoles, mais il n'est pas question pour un individu, tu vas pas faire avec tes 4 ruches 35 nucléus, tu fais juste des divisions et tu produis du miel. Moi le miel j'en ai comme ça me suffit, quoi. Voilà. Donc c'est intéressant comme question.
Voilà, donc ça c'est pour les gens qui n'ont pas d'attention de suivi sensible. Alors pour ceux qui ont une attention et un suivi sensible, on expliquera après ce que c'est, tout dépend de la profondeur de la relation que vous entretenez avec les abeilles. Alors là, l'apiculteur avec lequel on travaille nous dit toujours ça, hein. Il nous dit il n'est pas possible que les abeilles ne te fassent pas de miel. Le miel, c'est l'attention qu'elles te portent. C'est un cadeau. Et donc, c'est un cadeau, ouais. Donc, ça dit tout, quoi. Et il nous dit pas dit comment, mais c'est une réflexion qu'il faut avoir. C'est comme un couple. Je sais pas, moi, il y a des gens qui ont, au niveau intime, qui n'ont jamais de gros plaisir, d'orgasme, ou je sais pas quoi. Il faut qu'ils se posent des questions. Pourquoi? Ils n'ont jamais, quand ils rentrent, les gosses qui leur sautent au cou. Ils n'ont jamais, quand ils rentrent, des trucs incroyables qui les attendent. Moi, je peux en parler, j'ai ça souvent, quand je rentre chez moi, quoi. Ça se fait pas tout seul. Pourquoi les abeilles vous donnent pas de miel? Il faut se poser la question. La réponse, on la verra après, quoi. Mais il n'y a pas de limite. Et puis, l'apiculteur avec lequel on travaille, plusieurs fois, il nous a dit, quand on parlait de rendement, nombre des tâches qu'il fallait laisser, il a dit, mais Quel apiculteur? c'est Gilles Denis, quoi. Mais il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment. Il nous le répétait, il a dit, c'est pas possible que l'abeille ne vous donne pas de miel. Même si on vous en donne un peu, il y en a toujours un peu, quoi. Pas forcément des hausses complètes, mais c'est à méditer. C'est à méditer, et pour moi, c'est une chose évidente, quoi. C'est la relation, c'est un couple qu'on fait, l'apiculteur et l'essaim, et c'est ce qu'on arrivera à mettre dans la relation. Et c'est pas des relations type comme on voit tout le temps, win-win, relation je t'ai acheté, tu me fais du miel, quoi. J'ai la facture, donc je veux du miel, quoi. C'est pas ça, quoi. La relation win-win, c'est la relation degré zéro, quoi. Ça va pas, ça, on va nulle part avec cette façon de voir. On met dans la relation, on cultive une relation, c'est ce qu'on appelle l'esprit de groupe ou l'esprit de couple, quoi, si on en a deux, quoi. Si vous nourrissez le couple, si tu crées l'esprit de couple, c'est une entité qui vit, et c'est le couple qui te nourrira. C'est pas égal, égal. Il y a trois entités, il y a deux entités, il y a les individus, et puis quelque chose qui organise les individus. Tant que cette organisation, cet organisme n'existe pas, il ne se passera rien. Voilà. On en parlera après. Chapitre suivant, maintenant, on va passer les périodes de famine. Alors, il y a deux famines, il y a la famine d'été. Celle-là, elle est après, en général, de juin jusqu'à fin août, où il n'y a quasiment pas de fleurs. Alors, il faut savoir que les fleurs, c'est pas les prairies fleuries. Les prairies fleuries, ça maintient le cheptel en vie, c'est tout. Ça produit pas de miel, et les gros peuples, en général, ont souvent des problèmes. Donc, quand on parle de ressources, c'est surtout les arbres. Un arbre, ça produit, je crois, 8 à 12 à 20 fois ce que produit une prairie. Donc, arrêtez de semer des fleurs en disant il y aura assez manger, c'est pas que ça qu'elles ont à manger, c'est vraiment des grandes cultures, des grandes forêts, des kilomètres de haies. C'est avec ça qu'on fait du miel, qu'on maintient les essaims en bonne santé, quoi. Et c'est pas trois petites fleurs, quoi. Les fleurs par terre, ça compte presque pour du beurre, c'est juste pour la survie, c'est tout, quoi. Donc, pour bien passer l'été, les famines d'été, il y a deux méthodes. Soit vous laissez la récolte en place si vous voulez vraiment rien faire. De manière générale, hein, tu laisses tout le miel en place et tu récoltes en automne. Et en automne, tu regardes à peu près. Moi, ça m'est arrivé deux fois. J'avais des colonies énormes à la sortie de la mielée, donc à la fin du printemps. Et puis, j'arrivais même pas à les bouger. Comme si elles étaient soudées par terre dans le sol, quoi. Je me dis, c'est pas possible. Il devait y avoir minimum 75, 100 kilos, quoi, par ruche, hein. Et je me suis dit, c'est super, merveilleuse année. Et avant la mi-août, il n'y avait plus rien. Et j'ai dû nourrir comme un fou, quoi. Donc, c'est pas toujours suffisant de dire je laisse la récolte, il faut encore un peu surveiller, hein. L'idéal, c'est de faire ce que fait Bernard Bender, donc, avec lequel on va organiser et faire vivre le rucher chez nous, le rucher école à Strasbourg. Lui, en fait, les gros peuples, il les laisse pas. Parce qu'un gros peuple, qui dit gros peuple, dit grosse consommation et grosse ponte en continue. Donc un moyen sûr de passer l'été, quel qu'il soit, c'est les gros peuples, c'est les diviser. Donc il faut là aussi pas regarder, diviser les rayons de miel ou les rayons vides. Tu prends ta ruche, tu regardes où il y a du couvain. S'il y a du couvain sur trois hausses, tu coupes, tu regardes pas, tu fais trois peuples. Dans un, il y a la reine, il continue sa vie, tu le laisses en place. Et dans les deux autres, ça va faire deux essaims dans lesquels ils vont réélever des reines, hein.
Donc là aussi, il faut vérifier qu'il y a des mâles encore dans le paysage, hein. Les mâles, on les voit, ou il faut garder une ruche orpheline, hein. C'est comme ça, on a toujours des mâles, pendant assez longtemps d'ailleurs. Et, pour féconder les nouvelles reines, quoi. Et donc, il faut casser les grands essaims, et dans ce cas-là, tu n'as aucun problème. Tu prélèves le miel, tu casses les grands essaims, tu les divises pour faire des petits essaims. Et donc, ça fera toujours, et donc, évidemment, avec tous les avantages qui vont avec, tu auras donc, si tu divises en trois ton essaim, tu auras deux essaims qui seront très forts déjà, parce qu'il y a beaucoup d'abeilles dedans. Voilà, c'est pas trop pour qu'elles mangent tout et qu'elles soient de nouveau en période de famine, mais c'est largement suffisant pour faire un énorme essaim l'année suivante. Alors, donc, c'est vraiment de loin la meilleure solution. Mais celui qui est pas à l'aise, les années un peu bizarres, s'il y a des essaims pas trop gros, eh ben en fait il récolte à l'automne. Il récolte à l'automne et là ça va, une année sur deux, pour les gros essaims ça passe quoi. Voilà. Donc ça c'est pour la famine d'été. Pour la famine d'hiver, alors la famine d'hiver il faut la considérer en deux parties. Il y a les besoins de transition et les besoins de reproduction, parce qu'à la sortie de l'hiver, la période qu'on a actuellement, le printemps, il n'y a pas beaucoup de fleurs encore. Où il y en a, mais elles font peu de nectar, elles font beaucoup de pollen. On voit qu'elles rentrent énormément de pollen, mais pas beaucoup de nectar. Et pour nourrir le couvain, il faut 8 à 10 kilos. Pour passer l'hiver, il faut à peu près 4-5 kilos. Donc ça fait à peu près 15 kilos, ce qui a fait une hausse pleine de miel. Donc ce qui fait dire que les petits essaims peuvent hiverner très bien sur une hausse si elle est bien garnie de miel et de larves. C'est pas la peine de laisser 3 à 4 essaims. C'est vraiment dans les forums, on lit, il faut prélever à partir de la quatrième hausse, c'est faux. Un petit essaim peut très bien hiverner s'il est bien garni sur un seul élément. Un bel essaim, il lui faut deux éléments, dont au moins 15 kilos. Alors ceux qui sont pas à l'aise, ils pèsent une hausse vide et puis ils rajoutent 15 kilos, ou 16-17 kilos avec les abeilles, hein, et puis ça passe. Donc si vous voulez pas prendre de risque, laissez toujours deux hausses. En général, si tu veux être tranquille, tu prends deux hausses et tu les laisses hiverner. Mais en tout cas, ça sert à rien de mettre 3 à 4 éléments, hein. Ça sert à rien, quoi. Voilà, donc ça c'est pour garantir le passage de l'hiver, hein, parce que souvent au début du printemps, on voit il y a encore plein de miel, et puis 15 jours après, un mois après, il n'y a plus rien. En fait, tout le miel, elles l'ont prise pour te préparer la ponte, quoi, la ponte de printemps. Voilà. Et après, on a à nouveau des abeilles mortes, qui sont en fait les abeilles d'hiver qui terminent leur cycle. Voilà. Là, dernier petit chapitre dans les choses techniques, hein, des éléments en vrac qui concernent surtout la ruche varée. La ruche TBH n'a pas besoin de ça. Donc, pour un passage entre les éléments, on conseille de mettre des échelles. Ça, c'est repris dans le livre de Gilles Denis. Qu'est-ce que c'est les échelles? Alors, tu coupes simplement dans les rayons de cire, par exemple, des bandes. Où moi, je mets un rayon, soit prélevé en bas. Je prends un rayon du bord, hein, il n'y a pas d'œuf dedans, et je le mets en haut. Mais si on ne met pas ces éléments de continuité, donc qui vont du bas de la hausse jusqu'au haut de la hausse, dans les hausses vides, hein, les hausses du bas et les hausses du haut, eh ben, les abeilles souvent ne passent pas. Elles comptent mettre à construire du bas, ce qui est une catastrophe après parce qu'on n'arrive pas à récolter le miel, au moins on n'arrive pas à analyser la propreté, s'il y a une abeille morte ou s'il y a du moisi dedans, parce que les rayons sont complètement imbriqués, hein, et en les coupant, tout casse, le miel coule, et s'il y a du miel moisi ou du pollen moisi, ben, en fait on contamine et après le miel ne va pas se garder. Donc il faut absolument mettre ce qu'on appelle des échelles, hein. Donc comme dit, on prélève un rayon dans lequel il n'y a pas grand-chose, on le met au milieu de la hausse au-dessus ou en dessous. Ou alors moi, après avoir additionné des ruches, j'ai souvent des hausses entières de rayons qui sont bâtis. Et ben, je garde ces rayons-là et je les mets chaque fois dans un élément seul, quoi. Il n'y a pas de teigne dedans parce que la teigne n'aime pas être dans des grands éléments vides dans lesquels il y a des courants d'air. Donc ça se conserve très bien. Dans chaque élément, je mets un rayon qui est vide et ça sert de transition, on appelle ça une échelle, un ou deux. Hein. Voilà, donc ça c'est un secret parce que pour favoriser le passage et pour que les abeilles construisent bien. Parce que sur une fois sur deux, tu auras, moi c'est mon cas de figure depuis très longtemps, j'ai un essaim qui bloque. Il bloque, il veut pas construire au-dessus ou en dessous, quoi. Alors qu'il pendouille, on voit les abeilles se montent, elles font des tas et ça marche pas bien, quoi. Alors que si tu mets ces échelles, elles montent au plafond et là, elles commencent à tirer les cires et ça construit bien. Voilà. Deuxième truc à savoir, c'est qu'il faut toujours mettre une hausse vide en bas. Moi, j'ai vu chez un apiculteur, les abeilles, c'est un apiculteur qui aime bien, bon, il vit sur son site, il y est tous les jours, et donc il aime bien avoir des espaces restreints. Donc il a des ruches majoritairement sur deux ou trois, voire un seul essaim, en bonne santé. Et donc les abeilles, elles ont le cul de l'essaim touche la grille en bas. Et donc systématiquement, ces abeilles propolisent la grille du bas. Donc c'est plus la peine de mettre une grille. On a donc toutes les déjections, les chutes qui tombent en bas et qui moisissent, les varrois aussi restent là. Je vois pas l'intérêt de mettre une grille, quoi.
Si vous voulez une grille et qu'elle propose pas, et vous voulez pas que les abeilles proposent la grille, il faut impérativement mettre un élément vide en dessous. Vide, il peut y avoir des rayons qui traînent dedans. Moi, je stocke mes rayons comme ça, hein. Mais c'est ce qu'on appelle un vide sanitaire. Mettez un élément vide en bas, comme ça, la saleté tombera à travers, et quand il y a les courants d'air, les turbulences vont pas aller refroidir les seins. Comme ça, moi, je n'ai jamais eu sur aucune de mes ruches des grillages propolisés. Jamais. Donc, si elles propolisent, c'est que la boîte est trop, elle est trop petite, quoi. Et elles ont froid. Et quand il y a du vent, ça refroidit la ponte, et ça, les abeilles n'aiment pas, quoi. Donc, ça, c'est important, laisser un élément vide en bas. Ça fait des belles ruches, hein, mais bon, le bas est vide, et surtout, moi, comme j'y vais pas souvent au rucher, si jamais elles sont à l'étroit, elles peuvent construire encore dedans. Alors que si vous faites des essaims qui sont pile poil bloc, ou les seins à le cul qui touchent le bas de la ruche, en un jour, pour vous dire, en un jour, elles sont capables de remplir, de construire, de remplir entièrement une hausse. Donc en fait, il faudrait presque, si vous avez une conduite comme ça, ric-rac, à la radin, quoi, il faudrait presque y aller tous les jours. Sinon, vous risquez l'essaimage. Pour moi, c'est inconcevable, quoi. Donc tous ces éléments font que il faut laisser une, voire deux ou trois, hein, hausses vides, ça ne coûte rien du tout. Moi, j'ai stock dehors, hein, sous les huches. Moi, j'ai des petits nucléus comme ça, des petits essaims qui sont sur des piles de rue, des piles de hausses vides, hein. Et donc, ils se font le chemin, mais c'est pas grave, dans un tronc d'arbre, c'est pareil, hein, elles montent et descendent, les abeilles. Voilà. Ensuite, autre truc pour couper le mieux, c'est d'utiliser le fil à beurre. Alors le fil à beurre, on prend du fil d'inox, hein, on met deux poignées, deux petits bouts de bois à deux extrémités, et puis tu passes comme ça pour couper les trucs. N'essayez pas, avec le couteau, ça nécessite une bonne habitude, et puis c'est un peu galère au début. Moi je le fais parce que mes ruches sont construites n'importe comment, et donc j'ai les lattes qui dépassent, et donc le fil à beurre reste accroché dessus, j'arrive pas à le mettre, quoi. Mais moi je vous conseille, si vous avez de belles ruches, d'utiliser le fil à beurre systématiquement, et donc vous ouvrez les ruches, tu ouvres les hausses et tu les manipules sans aucun problème, quoi. Et par contre, si tu récoltes en début de saison, tu peux faire ce qu'on appelle l'entrebâillement, c'est-à-dire que les hausses de miel, au fur et à mesure qu'ils les construisent et que tu les rajoutes, tu mets des petites cales. Déjà, les abeilles rentrent par les étages au-dessus. C'est une époque où il n'y a pas de pillage, et puis ça ventile bien. Et surtout, si tu vas inspecter pour voir quand les hausses sont pleines, bah, t'as pas à passer le fil à beurre, t'as rien à faire, tu tues pas d'abeilles, tu casses pas les rayons, c'est sympa, quoi. Donc tu entrebâilles, tu mets juste des petites cales, quoi. Ça, c'est le top. Mais si tu fais comme moi, des fois, certaines années où j'ai pas le temps, tu récoltes à l'automne, ça va pas. Parce que tu auras les pillages, elles vont défendre le stock, elles sont agressives. Et donc il n'est pas question de laisser des ouvertures comme ça tout l'été. Et là, il n'y a plus qu'une méthode, c'est le fil à beurre. Voilà, donc ça, c'est important, être à l'aise avec ça. Ensuite, il y a la technique de l'inversion. Donc ça participe un peu à la récupération des essaims, parce qu'une des causes d'essaimage intempestif, c'est quand les abeilles sont à l'étroit. Notamment quand il y a une compétition au moment de très forte mielée, la reine veut pondre, et elle se met à pondre partout, et les abeilles remplissent tout de nectar. Et ça va pas, quoi. Ça rend la reine folle, et la conséquence, c'est qu'elle essaime tout de suite. Donc pour éviter ça, on prend l'élément du bas, au moment de la floraison de l'aubépine, et on le met au-dessus. Ce qui fait que la reine va se trouver au-dessus, elle va monter un petit peu, elle va se trouver au-dessus des rayons vides, et en dessous des rayons vides. Les butineuses vont remplir au-dessus, et la reine va remplir en dessous. Il n'y a pas de concurrence, parce que la reine, elle va pas dans le miel, elle monte jamais. Il faut soulever toute la ruche, là. Ouais, mais au moment où il est vide. Donc ça pose aucun problème. Comme je l'ai dit, hein, j'ai jamais utilisé. Je comprends pas comment on utilise un élévateur à varrer. Pour moi, l'élévateur à varrer, c'est quand on n'a pas compris comment ça marche, quoi. On manipule tout le temps la ruche à un moment où elle est vide, donc elle n'a pas besoin d'élévateur. Et quand elle est pleine, on manipule, on n'ajoute que par le haut, jamais par le bas. Et en plus, si vous mettez ce qu'on appelle le vide sanitaire avec un ou deux rayons vides dedans, vous êtes tranquille. Si vraiment il y a une explosion de la ponte, elle va construire en bas. Hein. Voilà, donc ça c'est toujours. Voilà. Donc la technique de l'inversion, tu tapes sur le forum Varé national, il explique ça, c'est un monsieur qui faisait ça, c'est vraiment bien, quoi. Je ne fais pas toujours, là, vous pouvez, surtout quand vous divisez, vous n'avez pas ce problème. Et autre manière d'éviter ça, c'est que quand tu as par exemple ajouté des essaims, des vieux essaims nouveaux, souvent elles te laissent des hausses entières de bâtis, bah, tu les prends, tu les rajoutes en bas, quoi. Tranquillement. Donc ça va aussi, ça. Donc la reine, elle trouve un rayon, une hausse entièrement bâtie, prête à pondre, et c'est génial, quoi. Donc on utilise les techniques, tu vois, des ruches industrielles d'Adam et Varé et Langstroth, sans dépenser d'argent, avec des ruches naturelles, donc sans pesticides, avec des cires naturelles, sans aucun pesticide, sans travail, sans coût, sans rien, quoi. Voilà. Autre truc, pour stocker tes hausses. Alors, tu as des rayons ou des hausses entières
de cire qui ont été extraites ou pas, ou dans lesquelles les abeilles sont, des fois elles sont mortes, elles te laissent des ruches entières bâties, quoi. Si tu les laisses telles quelles, tu vas avoir une petite papillon qui va pondre des asticots qui va tout manger. Et la teigne, il faut savoir qu'elle mange les abeilles vivantes, les larves, le miel, le pollen, mais elle mange aussi la cire. Donc elle te désigne tout. Et après, tu as une hausse pleine de crottes comme ça et de fils. Et c'est horrible, ça sent très mauvais. Et il faudra javeliser la hausse parce que ça donne un très mauvais goût à ton miel. Et donc il ne faut pas laisser ça. Il y a toujours des teignes qui sont là en compétition avec l'abeille et l'abeille la vire. Tant que l'essaim est en bonne santé. Et à partir du moment où l'essaim n'a plus aucune chance de survivre, en général la teigne prend le dessus et commence à manger des rayons entiers. Et là, c'est la fin. C'est plus que la fin, quoi. L'essaim est mort et elle ne le sait pas encore. Et donc pour éviter que la teigne ne dégrade les ouvrages de cire, t'as deux techniques. Soit tu mets des rayons très séparés suspendus au plafond dans la cave, là où il y a des courants d'air, tu n'auras rien dedans. Soit tu mets juste un rayon par hausse. Soit tu laisses les hautes complètes bâties, mais tu les incorpores au-dessus ou en dessous. C'est beaucoup mieux en dessous sous une ruche. Et le fait que les abeilles soient dedans, passent tout le temps dedans, fait qu'il n'y a aucune teigne. Donc les apiculteurs normaux, ils traitent, ils utilisent du soufre, des pesticides pour conserver toutes les... C'est toujours dans la mentalité de l'apiculture moderne, quoi. Traiter, utiliser des pesticides, c'est dans le truc, quoi. Donc nous, on n'utilise pas ça, il faut trouver un conservateur naturel. Conservateur naturel des cires, c'est l'abeille. Donc ça t'évite aussi d'avoir plein de foutoirs dans la cave. Là aussi, les apiculteurs, ils ont des mielleries, ils ont plein de choses comme ça pour les machines, pour les appareils, pour stocker les rayons. En apiculture naturelle, tu remets tout ça dehors, terminé. Il faut juste un essaim. C'est sûr que si tu as 30 ruches et plus qu'un essaim, le essaim il n'arrivera pas à te surveiller les 30 ruches. Là, ça va être, c'est mal parti. Tu fonds toutes les cires et puis c'est tout, quoi. Sinon, tu peux aussi, moi ce que je fais, mais j'ai un petit congélateur, donc je sors les rayons. C'est très fragile, c'est un problème. Et je les mets au congélateur. Attention, encore une fois, qu'ils sont au froid, ils sont extrêmement fragiles. C'est parce que la ruche, la cire naturelle, il y en a beaucoup moins que dans une cire industrielle, hein. La cire naturelle, elle est tirée en quantité beaucoup plus performante que quand ça passe dans une gaufreuse, quoi. Donc je prends ces rayons, je les mets au congélo, ça tue les larves de teigne, et je les laisse après un peu se réchauffer pour pas qu'il y ait de condensation. Une fois qu'ils sont en température, je les mets dans une grosse caisse. J'ai des grosses caisses en aluminium où je stocke toutes ces cires, quoi. Ça, c'est encore une autre méthode, quoi. Mais c'est très agréable d'avoir des cires bâties, et ça vaut vraiment de l'argent parce que euh, au printemps, quand il y a la mielée, le fait d'offrir des cires bâties aux essaims fait qu'ils récupèrent tout de suite, quoi. Tu multiplies la quantité de miel produite si tu réutilises des cires. En plus de ça, les vieilles cires donnent un bon goût. Pas quand elles sont noires. Quand elles sont noires, elles donnent un fort goût, quoi. Mais les gens disent toujours il faut avoir des cires propres, nettoyées. Non, il faut savoir qu'il y a des ruches avec les ruches industrielles utilisent de temps en temps des rayons en plastique et ça fait un miel qui n'a aucun goût. Parce que 40 ou 60% du goût du miel vient uniquement de la cire. Le reste, ça vient du propolis, ça vient de plein de choses, du nectar aussi, évidemment, mais ça vient de la cire. Donc les rayons en plastique, c'est de la foutaise, quoi. Notamment la ruche à robinet qu'ils ont vendue, c'est la grosse arnaque. Ça, c'est vraiment pour les gens qui n'ont plus aucune culture, plus aucun goût, quoi. C'est pour les McDonald's, quoi. Et donc utiliser de vieilles cires fait un miel très goûteux, quoi. Voilà. Ensuite, dernier petit élément technique, faites votre candy. Il faut toujours avoir des blocs de candy, notamment. C'est quoi le candy? Le candy, c'est la nourriture solide composée de sucre et de miel. L'intérêt, c'est que le gros intérêt, c'est que c'est de la nourriture qui sera toujours délaissée quand vous avez la ressource naturelle. Donc, quand vous faites des nucléus, quand tu fais des nucléus, quand tu fais des divisions qui sont un peu scabreuses à des périodes tardives où il n'y a plus assez à manger, ça permet à tes créations, on va dire, de survivre. Sinon, elles meurent, hein. Faut pas rêver. Quand tu as un gros peuple qui a pondu beaucoup et qui pleut, par exemple, pendant 15 jours, bah, tout meurt, hein. Et donc, ça permet, tu les vois, hein, elles commencent à se piller, elles commencent à être stressées, elles essaient de rentrer les unes dans les ruches des autres, quoi. Et là c'est le moment de sortir des blocs de candy. Le candy se garde des années, hein. Moi j'en ai qui traînent, je les ai toujours dans ma voiture, pas beaucoup, mais ça permet de sauver. J'en stocke aussi dans mes ruchers, donc je les tourne dans l'autre sens de façon à ce que personne n'aille dedans. Alors il y a les fourmis qui font le ménage, qui rentrent dedans un peu, mais c'est pas grave, la fourmi elle va pas tout vider, quoi. La fourmi est toujours l'ami. De toute façon, en permaculture, il n'y a pas d'ennemi, quoi. Même la teigne se fait recadrer par l'abeille. La fourmi, avec son apport en acide formique, fait qu'il y a beaucoup moins de. C'est très hygiénique, c'est propre, elle nettoie toutes les saletés. Elle nettoie en dessous de la ruche, elle va dans le coussin, elle aime bien la chaleur de l'abeille. La fourmi, c'est votre amie, quoi.
Laissez-la, invitez-la, protégez-la. Quand elle est dans un endroit, remettez-la. Moi, il y en a dans mes volets, il y en a dans les coussins, je les remets toujours dedans. J'essaye de ne pas écraser les larves. Et c'est tout. Si ça tombe, je les secoue, elles remonteront de toute façon, quoi. Mais elles sont là, c'est les gardiennes de vos ruchers, quoi. Voilà. Donc faites votre candy, j'en ai toujours dans ma voiture, pas beaucoup, hein, mais, et c'est pas systématique, mais c'est très fréquent qu'il me faut un ou deux nourrisseurs de candy pour sauver un peuple, quoi. Petit peuple. Petit peuple que j'ai mis dans une situation difficile, qui, conjugué avec les conditions météo, fait qu'il ne peut pas survivre. Et là, on lui doit assistance. C'est toi qui l'as créé, donc tu dois en assumer aussi la responsabilité, quoi. Voilà. Ça, c'était pour les données techniques, on va dire, le premier degré de la chose, hein. Donc, pour résumer, c'est très important que toute ta façon de conduire les abeilles soit autour des deux éléments que j'ai cités avant, savoir que le déclin est automatique. Tu achètes une ruche ou tu récupères un essaim, il faut savoir que ça va se casser la gueule et ça ira de moins en moins. Tu auras de plus en plus d'abeilles mortes, elles vont faire de plus en plus d'essaims sauvages, et c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur si tu n'acceptes pas ça, si pour toi c'est pas une donnée fondamentale, tu accompagnes pas les abeilles et si tu leur veux pas du bien avec ceci, quoi. Et la deuxième, c'est que elles font des essaims tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. C'est leur bonheur, c'est leur façon d'être heureuse et il faut vivre avec. Il faut que tu attendes ces essaims. Il faut que tu dises, punaise, cette année, elle m'a pas fait de petits essaims pour les peuples. Ou alors, tiens, j'ai des essaims en trop, je vais les offrir. euh, où tu les utilises pour remplacer les vieilles reines, quoi. Ton travail, c'est de faire du miel si tu en vis, par exemple, ou si tu dois utiliser ces revenus, hein, secondaires. Il faut savoir utiliser donc ce cycle. C'est ce qui fera que tu seras heureux déjà en tant qu'apiculteur, et surtout, surtout que les abeilles seront heureuses. Si les abeilles sont heureuses, elles te le rendront. Voilà. Deuxième chapitre, donc maintenant, on change complètement de niveau, c'est plus du tout dans le matériel, hein, dans le technique, c'est plus la zootechnique, quoi. C'est le chapitre que j'ai intitulé Les clés du paradis des abeilles. Et entre parenthèses du miel. Mais le miel, c'est un cadeau. On peut pas, quand on a un rapport avec une autre entité vivante, on peut pas partir du principe qu'on s'intéresse qu'au cadeau, quoi. On se met pas en couple juste parce que c'est sympa que quelqu'un vous fasse à bouffer la vaisselle, quoi. Ou lave le linge, quoi. Le cadeau, il vient parce qu'on est heureux avec l'entité vivante, quoi. Donc le chapitre Les clés du paradis des abeilles est le suivant, hein. Donc si j'avais qu'un seul message, ce serait celui-là. Parce que tout le reste, la technique est pas vraiment importante. Mais moi, j'ai connu des gens qui récupéraient, notamment un gamin, c'était sa maman qui m'a raconté ça, que son gamin récupérait le miel dans les ruchers, dans les essaims sauvages. Donc vous pouvez très bien dire, moi la technique, je m'en fous, je vais prélever un rayon de temps en temps à droite à gauche, et ça me suffit. Les abeilles, si vous avez des relations très intimes, très riches avec elles, vous donnent de temps en temps un ou des rayons. Donc vous n'avez même pas de ruche. C'est du vécu, c'est pas. C'est comme ça, c'est tout, il faut l'admettre, hein. Donc, si j'avais qu'un seul message à faire passer, c'est le message de ce chapitre. Donc, il y a des domaines, c'est ces domaines que je vais évoquer, dont on ne parle jamais. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément nécessaire. C'est des choses qui sont très très subtiles et très sensibles, et où on les voit, où on les voit pas. Il y a des gens qui les voient. Moi, en discutant de ça avec mon entourage, j'ai appris qu'en fait, il y avait déjà l'apiculteur avec lequel on travaille qui fait ça couramment, c'est-à-dire qu'il travaille. On était déjà 25, je crois. Gilles Denis, c'est ça. Ouais, Gilles Denis, ouais. Il reçoit les gens sans aucune protection. Mais au sud de Strasbourg, on en avait un apiculteur, un vieux monsieur qui est mort, je crois, il y a une dizaine d'années, je ne l'ai pas connu, mais qui était très connu, et on en a plusieurs fois parlé. On a dit, oui, il travaillait sans aucune protection, il faisait ce qu'il voulait avec les abeilles. Et les gens qui apprenaient chez lui apprenaient tout à fait autre chose que la zootechnie, quoi. Là, il y en avait aussi en Lorraine, j'en ai entendu parler. Et puis en parlant de ça et en mettant ça en place, la transmission de ce savoir, euh, ben, je me suis rendu compte que même dans ma famille, mon beau-père, qui est médecin et qui travaille, il était chercheur je sais pas, euh, à l'INSERM ou je sais pas quel organisme scientifique à Strasbourg. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui fume et qui voit des petits martiens partout, quoi, hein. Il m'a raconté que lui aussi avait ce genre de relation extrêmement intime et très poussée avec les animaux sauvages. Quand il allait en forêt, il lui est plusieurs fois arrivé d'être mélangé à des sangliers, à des cervidés, à d'autres moments, au point de pouvoir les toucher simplement par son attitude et le lien très très étroit qu'il a avec les animaux.
Donc là, on n'est pas du tout dans la théorie, on est dans la pratique. Hein. Il faisait ça, il travaillait pas, c'était pas son métier, hein. Lui, il travaillait dans les cellules ou les virus, je sais plus quoi. Et il était proche de la nature, évidemment, quoi. Mais c'est des choses qui se font spontanément, hein. Donc il y a des gens qui voient ces choses. En discutant, je rencontre plein de gens qui me font part de ce genre d'expérience. Et c'est pas des gens qui sont dans le démonstratif, ni dans des théories, ni dans les dogmes religieux. C'est des gens souvent, croyons pas, hein, ça n'a absolument aucun rapport avec ça. C'est dans le ressenti et c'est dans le vécu, dans le lien qu'on entretient avec l'environnement vivant. Et c'est des choses qui sont privées, intimes. Voilà. Et il y a des gens qui le voient, qui voient plein de choses, des gens qui sentent plein de choses, et qu'on n'arrive pas à nommer ou qu'on nomme, et quand on les nomme, malheureusement, ça déclenche la peur, ça déclenche la fuite et ça déclenche la honte. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui a été rationalisé, où depuis 150, 200 ans, on a médiatisé la science, et la science s'est imposée comme façon unique de voir, et actuellement, il n'y a plus qu'une façon possible d'aborder les choses où c'est explicable et reconnu, hein, c'est deux choses, hein, puisque c'est une espèce de dogme religieux, hein, qu'on a mis, c'est les choses qui sont reconnues, expliquées, tangibles et partageables par tout le monde, existent, les autres, c'est ou de la folie mentale, ou c'est du mensonge, ou c'est de la manipulation, je sais pas quoi, hein, de l'esprit, quoi. Et en tout cas, ça renvoie au Moyen-Âge, à des périodes sombres de l'humanité, quoi. Et on ne peut pas en parler. On peut pas en parler. Moi, j'appartiens au monde scientifique, j'ai pas vécu avec ça, et je découvre ça que depuis un an pratiquement. Euh, voilà. Toujours est-il que mon expérience me fait dire que les éléments techniques qui sont habituellement transmis, rationnels, sont importants, sont pas forcément nécessaires, mais sont très importants, et sont la transmission d'un savoir des fois millénaire en tant qu'apiculteur. C'est des choses qui ne sont pas nouvelles, qu'on a mis des siècles et des siècles à mettre au point, hein, et qui sont très riches dans plein de directions, hein, parce qu'il n'y a pas une seule apiculture, il y a plein d'apicultures différentes. Mais c'est de loin pas suffisant qu'on travaille avec le vivant. Le vivant ne peut pas se suffire de techniques. Euh, euh, Malheureusement, dans le monde moderne, on a perdu plein de choses. On a perdu d'abord le lien avec la nature. Alors moi, j'ai une population, je côtoie, toi comme moi, ce que j'appelle les politico-écolos. C'est des fois des politiques, des fois des écolos, des fois des politiques écolos, hein, donc les Verts, par exemple. Mais ce sont des gens qui sont, on va dire, ils se revendiquent proches de la nature. Mais quand on discute, qu'est-ce que c'est être proche de la nature? C'est être sur Facebook, sur un lien, je sais pas quoi, là. C'est être encarté dans un parti vert. C'est être chez Greenpeace, c'est être dans les manifs, c'est signer toutes les pétitions. C'est ça être proche de la nature. Mais la nature, c'est pas ça. La nature, c'est être pieds nus dans l'herbe. C'est faire une randonnée sur un cheval sans selle. C'est, je sais pas moi, c'est ramasser les abeilles à main nue. Euh, Là, c'est des relations intimes, quoi. C'est quand les vaches et les chevaux viennent vous voir sans vous les appeler, quoi, hein, sans vous leur donner à manger, quoi. Ça, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment. La nature, c'est pas une adhésion, on va dire, à un parti politique, à une forme reconnue, hein. C'est pas du suivisme, du bellisme, hein. C'est vraiment. C'est pas de l'attentisme. C'est de l'intimité, c'est l'instant présent, quoi. Et c'est des vibrations, c'est tout. Les mots sont divers et variés, c'est pas très important, quoi. Les gens dans le monde moderne ont perdu toute la créativité. La créativité, c'est la créativité avec soi. Je parle pas de la créativité académique, je suis bien passé, moi je suis architecte. Je suis plus le temps passe, plus je suis déçu de l'architecture. Pourquoi? Parce que souvent, hein, je trie régulièrement mes piles de revues de journaux que j'ai achetés, et puis j'en tombe par terre. Je suis tombé il y a quelques années sur toutes les revues que j'avais achetées qui valaient la peau des fesses, hein, les plus belles revues que j'avais achetées pendant mes études. Je les ai travaillées, mais je les ai regardées, mais il y avait peut-être une ou deux pages sur une vingtaine de revues qui étaient intéressantes. Tout le reste était pitoyable de repompe, quoi. C'était mais comment ce qu'on voit actuellement, quoi. Si on n'est pas chez Abercrombie là ou Adidas ou je sais pas quelles sont ces marques, ben on n'est rien, quoi. On est dans la catégorie clodo SDF, quoi. Et la créativité, même quand elle est formatée, hein, que ce soit les beaux-arts, l'architecture, les films, c'est pareil, hein, c'est formaté. Et ces gens-là font que du suivisme, hein. J'ai vu encore un film sur les gravures rupestres. Et moi, en tant que résident de Strasbourg, j'ai aussi des gravures rupestres modernes, donc tous les mecs qui taguent, il y en a combien qui sont intéressants? Il y a un mec à Strasbourg qui fait des tags intéressants.
tous les autres, c'est toujours le même barbouillage, quoi. C'est des gens qui ont la prétention d'apporter quelque chose au paysage urbain en l'affichant haut et fort, mais qui sont d'une platitude, je sais pas moi, c'est de la prétention de dire que là c'est de l'œuvre. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est une espèce de truc de bouillasse qu'ils étalent, enfin, qu'ils étalent au vu et au su de tout le monde, mais je trouve ça affligeant, quoi. Donc même quand on fait l'effort de créer instantanément, pire quand on est professionnel et payé pour ça, c'est rare qu'on ait la créativité. C'est toujours de la repompe du mouvement présent, et 10 ans après, c'est des choses qu'on peut plus voir, quoi. C'est oh punaise, c'était le truc avec toi qui partait à gauche, le truc qui partait. Maintenant, on a les balcons qui vont vers droite. Si tout le monde fait des balcons qui vont vers la droite, c'est top. Et l'année prochaine, ce sera tous les poteaux de travers. Après, ce sera les portes triangulaires. Après, mais toujours la même chose, quoi. Les toits trop petits. Maintenant, on a les toits trop petits, quoi. Il faut planquer les gouttières, quoi. Le premier qui le fait, c'est bien, mais après, faut plus le refaire. Et là, tout le monde le refait, quoi. Et même la créativité, je sais plus, il y en a plus, quoi. Ensuite, ou très peu, quoi. Il n'y a que chez les fous, je crois, ce qu'on appelle l'art brut, quoi, hein. Il n'y a que chez les fous, là, vraiment, on a quelque chose de très frais. Tu tapes art brut, il y a des musées d'art brut, hein, l'architecture brute aussi, l'architecture vernaculaire. C'est les mecs qui n'ont pas fait d'école d'archi et qui font des choses très intéressantes, quoi. Ça, c'est vraiment fantastique, quoi. Donc là, on a de la créativité encore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a perdu dans le monde moderne? On a perdu de la sensibilité. En dehors des yogum et puis autres sectes, hein, où ils se touchent un peu, bon, certains qui cultivent leur ego, parce qu'ils ont envie qu'on parle d'eux, et que, je sais pas, c'est des fois un besoin vital, hein, mais en dehors de ces créneaux particuliers, on n'ose plus parler de sensibilité, quoi. Les gens autrefois faisaient leurs vêtements, ils dansaient, ils se prenaient par la main, mais tout le monde, tout le temps, quoi. On faisait tout, quoi. Et là, maintenant, on a perdu toute cette vie simple au quotidien, quoi. Autre chapitre, en parlant de la société moderne qui me vient à l'esprit, la société moderne, tout à fait différemment, là maintenant, elle s'est spécialisée dans le gavage. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle précède, elle crée les besoins et elle précède même les besoins, les demandes matérielles et de narcissisme des individus. Alors qu'est-ce que le matériel? C'est simple, hein, elle propose énormément de gadgets de vie, quoi, hein. Des vélos à 35 vitesses, marche arrière avec la roue arrière qui tourne, des trucs comme ça, quoi, des suspensions de poignées de frein, des trucs, des clignotants motorisés, des rétroviseurs motorisés, mais on a les poubelles qui parlent, des trucs comme ça, quoi. C'est bien, quoi, mais c'est pas des progrès humains, ça, quoi. C'est des trucs pour lesquels les gens arrivent à travailler et qu'ils arrivent à les acheter, et puis après, avec lesquels ils foutent la planète en l'air, quoi. Les attentes narcissiques, pourquoi? Parce que c'est les plaisirs faciles, quoi. Mais c'est toujours la même chose, hein. Que ce soit l'ultra-consumérisme, hein, c'est vrai que l'humanité a énormément souffert d'avoir à ouvrir la poubelle à la main. Donc le fait d'avoir une poubelle qui s'ouvre quand on lui parle, c'est un truc qui est vraiment... Ça parle à quoi, ça? Ça parle à l'ego, c'est la poubelle, elle vous reconnaît, quoi, hein, comme les petits chiens quand vous rentrent, quoi, qui remuent la queue, quoi. Pour les gens qui sont complètement désespérés, quoi. Les salières à moteur, c'est pareil, c'est pour les gens qui sont désespérés, quoi. Désespérés. Et on a toute une sorte de produits, comme ça, une liste de produits. Il y a dedans, moi, ce que j'ai identifié, il y a le sucre, parce que le sucre, en fait, c'est un aliment qui a comme caractéristique de déclencher dans le cerveau une notion de bonheur tout de suite. Et donc ça rend dépendant, ça c'est le deuxième facteur, hein, qui fait que c'est un aliment extrêmement puissant et qui accessoirement a les propriétés de couper la satiété. Donc vous mangez 2 3 fois plus. C'est bien pour les restaurateurs, les vendeurs de petits pains, la bouffe industrielle qui est pas du tout intéressante, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils en mettent partout, et du coup ça fidélise leur clientèle et ça la rend captive. Ça c'est génial, quoi. Donc, les gens se mettent à bouffer comme des gorailles, quoi. Et moi, depuis que j'ai arrêté de manger du sucre, parce que je me shootais au sucre, j'ai divisé par 2 par 3 la quantité d'aliments que je mange. Et je trouve absolument écœurant d'avoir du pain qui est tout le temps sucré, d'avoir des sauces qui sont sucrées, d'avoir des petits crackers, des petits trucs secs, quoi, que je mange quand j'ai rien d'autre à manger, qui sont tout le temps sucrés. C'est écœurant, quoi. Et ça me renvoie à un autre élément qui est spécialité de notre société, c'est le porno. Le porno, qu'est-ce que c'est? C'est un regard sur l'autre, sur le sexe, donc une dimension charnelle qui est très intéressante, mais qui est tout sauf l'autre.
Tout sauf l'autre, et encore moins le plaisir sexuel qu'on a avec l'autre, quoi. Le porno, je pense que c'est bien pour les mecs seuls dans leur chambre, quoi, avec une main, quoi, c'est tout. Mais c'est pas le rapport à l'autre. Or, on est en train de modeler la société, les adolescents, les tenues vestimentaires, les films, tout est en train d'être reformaté au travers de la grille du porno. Mais c'est l'échec complet du lien social, ça. C'est l'échec complet. Mais le sucre, le porno, plus tous ces petits gadgets, la poubelle qui parle, les rétroviseurs qui se nettoient tout seuls, qui se tournent, qui vous disent le bonjour le matin, hein, quoi, la cuvette d'eau chiotte qui vous dit souhaite une bonne journée, des trucs comme ça, quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est le désespoir des gens, ça. C'est des gens qui sont atrocement seuls, quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les journaux télévisés. Boris Vian, quand j'étais gosse, hein, on lisait Boris Vian, puis c'est lui avec, je sais plus quel bouquin qu'il avait écrit en une nuit, elle m'a dit, il faut trois choses pour faire un bon produit. Il faut du sexe, du meurtre et puis de l'aventure, je sais plus quoi, un truc comme ça, quoi. Et ben c'est ce qu'on a dans tous les journaux télévisés. Journaux télévisés qui tous les jours vous font une petite aventure, vous décrivent. Bon, indépendamment du fait que la plupart des événements sont complètement inventés, hein, que ce soit les guerres, on rigole pas. Moi j'ai habité en Irak, je sais que les guerres en Irak ça a été inventé. Ces mecs n'ont jamais rien voulu. Déjà l'Irak a été inventé, hein. On peut pas dire que c'est une entité de fait culturelle ou religieuse, hein. C'est un truc que les Anglais ont mis en place. Ensuite, c'était des gens qui étaient. Moi, quand j'allais en Irak, dans le souk, partout, c'était exactement comme j'avais place à Strasbourg, hein. Je me suis jamais fait agresser, entuber ou quoi que ce soit, hein. Et ça a été pillé. Pourquoi? Parce que c'est des colonies, c'est tout, quoi. Et donc, toutes ces guerres-là sont inventées de A à Z, quoi. Mais même quand c'est un match de foot, même quand c'est un truc de chien écrasé, les journalistes arrivent à redesigner l'information, à faire du storytelling, pour que vous ayez votre dose d'aventure, de sexe, de meurtre, tout ça. Et ce qui fait qu'on est accro aux news. Les films, c'est pareil, tout est pratiquement devenu série B, quoi. Il y a tout le temps ces composantes qu'on renouvelle suivant des cycles, quoi. Et ce qui fait qu'on se shoot avec des non-événements. Essayez une fois pendant un an de ne pas écouter les actualités, de ne pas regarder ces films débiles, quoi. Vous allez voir, vous allez découvrir la chose la plus fantastique, c'est la réalité. La réalité n'a rien à voir avec tout ce qu'on invente et ce qu'on bassine à la télé ou à la radio, quoi. C'est de l'intox, c'est exactement comme le porno, ça pourrit les rapports au réel. Les médias pourrissent les rapports au réel, quoi. J'ai pas dit forcément Internet, hein. Enfin, Internet et puis la production, on va dire, vernaculaire populaire, quoi, hein. Ça, c'est un phénomène tout à fait différent et qui est, je trouve, intéressant. Mais là, les médias mainstream, j'ai encore discuté avec des étudiants en Sciences Po, ils me disent, ouais, mais tes sources, elles sont pas crédibles. Alors j'ai dit, attendez, en Sciences Po, qu'est-ce qu'on vous enseigne? La première chose que fait un politicien quand il veut accéder à une campagne électorale, il achète tous les sondages et tous les journaux. C'est ce que Sarkozy a fait, il a acheté tous les sondages, hein. Donc c'est une pratique tout à fait normale, quoi. Et autrement, qu'est-ce que font les grands groupes, hein, les grands groupes militaro-industriels, Buick, tout le bâtiment, là, le groupe qui font les centrales nucléaires et la promotion immobilière en France, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent tous les médias. Première chose qu'ils font, ils achètent tous les médias. À partir de là, la discussion est terminée. Les médias, c'est pas d'information. C'est tout, hein. Donc il faut savoir qu'on est complètement nourri avec ce truc, comme le sucre. Moi, je reprends l'exemple du sucre, quoi. On nous fout du sucre partout parce que ça dope. On n'arrête pas de manger, même quand on n'a plus faim, on continue de manger. Je parle pas des desserts, quoi. Le fait de mettre du sucre dans une sauce fait que vous en prenez beaucoup plus. Vous prenez encore des patates avec la sauce et tout ça. Arrêtez de manger. Arrêtez le sucre, vous allez voir, vous arrêtez au milieu du repas. J'ai plus faim. Ah ben, les news, c'est pareil. Les vidéos, les séries B ou autres, c'est pareil, hein. C'est du flanc qu'on vous met, on vous resserre encore. Ces trucs, ça vous coupe de vous-même de la réalité. C'est là où je veux en venir, hein. Voilà. Et donc ça a pour propriété de rendre les gens de plus en plus seuls et ils se suffisent de leur narcissisme, c'est tout, quoi. Donc c'est ces choses faciles d'accès, hein. Le sucre, le porno, ces news fantastiques, ces actualités fantastiques qui vous mettent en danger, qui vous présentent le gouvernement sauveur, les ministres sauveurs, alors que bon, une fois sur deux, la moitié sont taulards, hein. Les Cahuzac et les Pasqua, la moitié ont fait je sais pas combien de tôles, hein. Il faut arrêter de croire que ce sont des sauveurs, quoi. Et donc nous, on se retrouve population avec des égos surdimensionnés, hein, puisqu'on est shooté à ça, quoi. Et on finit par être complètement égocentré et géocentré. C'est-à-dire qu'on a, pour en venir aux abeilles, des attitudes qui sont inadmissibles, hein. C'est toujours je vais sauver le monde en achetant des abeilles, en sauvant les abeilles, et après j'ai acheté des abeilles, elles sont heureuses avec moi. Pourquoi? Parce que je les ai achetées, et surtout elles vont me produire du miel. Moi, mes abeilles, mon miel, quoi. Ben non,
Les abeilles s'en foutent, elles sont pas sur YouTube, elles sont pas sur Facebook, elles sont pas encartées et elles reconnaissent pas de toute facture, quoi. Donc, pour conclure là-dessus, le monde du vivant n'a absolument rien à faire avec les délires géocentrés, égocentrés, consuméristes, narcissiques de notre monde moderne, quoi, complètement stérile et qui tourne pour lui-même, hein, tourne enfin. Là, si notre société s'écroule, ce que je ne souhaite pas forcément, quoi. Dans 10 ans, il y en aura une autre qui aura pris la place, mais vous aurez oublié tous ces tripes va-t-en-guerre qu'on a tout le temps, hyper consuméristes. On aura inventé d'autres choses, mais pour vous dire que ça ne laissera aucune trace dans l'histoire. Toutes nos chaussures de sport, tous nos habits qui viennent des États-Unis la plupart du temps, qui sont fabriqués en Inde pour rien du tout, quoi. Ben, ça laissera aucune trace dans l'humanité, ça. Rien. Il y aura une nouvelle étape, quoi. Mais bon, il faut dire que le vivant, hein, le sauvage, ben, ça lui parle pas, ça. C'est pas parce que vous voulez sauver les abeilles que vous allez sauver en achetant une ruche, quoi. C'est pas parce que vous avez acheté une abeille ou un essaim qu'elle va vous donner du miel. Elle est dans le ressenti, elle est dans le réel et dans l'instant présent, et elle sent très bien que vous êtes complètement désespéré, quoi, hein. Désespéré dans ce type d'attente, hein, cette espèce de focalisation du regard vide comme ça sur un animal qui lui, il est heureux, il est comme ça, c'est tout, faut pas lui projeter ça, quoi. Voilà. Le vivant, il se nourrit de relationnel, d'interaction et de subtilité et de choses, il se nourrit d'amour. On le sait avec le bétail, avec plein de choses, hein, même les vaches à lait, les animaux de trait. C'est des attentions, hein, les mêmes qu'on a exactement dans un couple entre humains, hein. Je ne connais pas un seul couple qui est tenu qui se soit nourri de choses matérielles, hein. On se met ensemble par passion, par amour, quoi. Et tant que tu aimeras pas, toi, l'abeille, comme tu aimeras ta copine ou tes enfants, ben, ça ne donnera rien, quoi. Pensons qu'à une chose, première occasion, je me tire quand il a le dos tourné, quoi. Et puis le miel, finesse, il n'y a pas intérêt qui nous en pique, quoi, du miel, hein. Voilà, donc il faut vraiment remettre la relation avec le vivant sur le plan subtil et interactif, quoi. Interactif et c'est pas donnant-donnant, quoi. Voilà. Ce sont des choses, qui sont dans le milieu de l'élevage, dans le milieu de la zootechnie, qui sont jamais évoquées, sauf dans un cas particulier. Dans le cas de l'élevage de compétition. Et l'élevage d'humains de compétition, d'animaux de compétition, on le sait que le mental prime sur le matériel. Donc quand tu as un cheval de course, par exemple, ou un footballeur, hein, c'est exactement la même problématique, parce que le footballeur, c'est pas le bien qu'on le veut, hein, c'est un outil de lavage de greenwashing, hein. Donc c'est pour laver la conscience de la classe politique en général, hein. Euh, parce que les sportifs sont achetés, ils sont quasiment toujours jamais du pays, ils sont toujours assez grassement, voire on se les partage sur plusieurs pays, quoi. Donc c'est vraiment, il ne faut pas regarder le discours, il faut regarder le fait. J'ai jamais compris, hein, quand on disait la France a gagné, alors qu'il y a c'est des footballeurs qui sont partagés par plusieurs pays. Je dis, mais attends, mais il faudrait dire c'est un groupement qatari, français par exemple espagnol qui a gagné. Mais c'est certainement pas les Français qui les Français. Moi, j'ai jamais joué là dans cette équipe, moi je joue pas au foot, quoi. Comment peut-on dire que les Français ont gagné? Donc c'est l'élevage de sportifs, c'est juste un outil de blanchiment de la conscience de la classe politique dominante pour couvrir les conneries qu'elle fait, c'est tout, quoi. Et donc ces milieux d'élevage, hein, d'animaux vivants, dont a clairement identifié, ils ont des outils, et puis moi, j'ai de la famille qui travaille dans l'élevage comme ça, de footballeurs, et qui m'a clairement, qui le dit, hein, les gars veulent quelque chose, ils l'ont tout de suite. Il faut qu'ils soient bien de leur peau, et le mental est largement au-dessus de tout, quoi. Ceux qui ont fait de l'art martiaux le savent. En art martiaux, on ne travaille que le mental. La souplesse, le mental, l'équilibre, et c'est ça ce qui fait qu'on arrive à parer à l'inconnu et qu'on sera toujours fort. Quand vous occupez que de la technique, en général, on dit que vous êtes déjà mort. Vous êtes prisonnier de la technique et vous êtes mort, c'est fini. Et donc, dans l'élevage de sportifs, par exemple, ou de compétition, on cultive, c'est sûr, la technique, hein, donc tous les jours, il faut faire ses exercices, toujours un peu plus, on enregistre, on travaille, on cherche l'état de santé parfait. Et ce qui prédomine, c'est le mental, l'affectif. Et quand le mental est d'acier et prêt, là, on est capable d'affronter quasiment n'importe quoi. Mais en zootechnie, hein, c'est-à-dire l'apiculture industrielle normale d'Adam et Langstroth, l'abeille est appelée matériau, et c'est la zootechnie normale, hein. Donc c'est juste des données techniques, et puis on fait ce qu'on veut avec, et puis ça crève, c'est pas grave, on gère un cheptel, des statistiques et autres, quoi. Voilà. Donc pour moi, pour conclure lentement cette présentation, hein, que je détaillerai pas tellement plus que ça, quoi, hein, j'incite à aborder donc comme principal enjeu
comme principal enjeu de l'apiculteur débutant d'aborder le relationnel avec l'abeille, quoi, comme l'élément, la chose la plus importante. C'est vraiment quelque chose de très profond et dont vous trouverez des traces partout. Il suffit. On lui parle, l'abeille, comment ça se passe exactement? Alors, donc après je vais un petit peu en parler, mais celui qui veut voir trouve toutes les traces. Si tu discutes avec des gens, tu verras qu'il y a énormément de gens. Alors il y a des gens qui prennent leur désir pour des réalités, il y a des gens qui fument beaucoup, qui boivent un peu trop, ça c'est une part de la réalité, il y a des charlatans aussi, mais les gens en général qui ne veulent pas y croire iront vers les charlatans, et ça leur prouvera, ça les confortera que c'est des conneries. Mais les gens qui veulent ça, qui savent, qui ont des indices, qui ont des proches ou des connaissances, qui leur disent, tu sais, moi ça fait longtemps que je pratique, ça fait longtemps que je vois des choses, ça fait longtemps que je fais des choses, mais j'en parle pas, ils sauront déjà trouver les formations, les voies, les courants qui travaillent ces choses-là, quoi. Et ça fait, moi, la formation que j'ai suivie, elle a 4500 ans d'âge, et on trouve, c'est Werner Herzog, donc un réalisateur allemand contemporain, qui a fait une vidéo sur un film, un documentaire scientifique ou pas, je sais pas, la science, je crois, n'a rien à voir dedans, mais ça se présente comme documentaire scientifique sur la grotte de Chauvet qui est très intéressant. Donc ça montre que c'est ce courant de pensée à 60 000 ans, pratiquement 100 000 ans, quoi. Donc c'est pas nouveau. Euh, c'est la science qui est nouvelle, qui a dit que tout ce qu'on peut vérifier, modéliser, maîtriser existe et le reste c'est de la folie. Il faudrait laisser la place à la folie, à l'invention, à l'ultra-créativité, à l'impossible, mais qui est réel. Il faut voir un peu la réalité, il faut l'avoir vu. Il faut avoir vu un apiculteur faire pratiquement ce qu'il veut avec des abeilles pour se dire on n'est plus dans le possible, on est dans le réel, quoi. Et d'inventer une autre façon de voir qui est le lâcher prise et le tout est possible, quoi. Et à partir de là, vous trouverez, vous verrez certaines choses, quoi. Et le pourquoi du comment. Alors nous en fait, ce qu'on propose, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer les choses et de dire que ça existe, il faut aussi dire un petit peu comment ça marche et proposer des solutions. Alors nous on propose des aides, hein, c'est des aides qui coûtent rien, alors financièrement ou presque rien. Alors elles vous coûtent par contre quatre choses. Elles te coûtent toi d'être 100% disponible, corps, esprit avant, pendant et après les activités. Alors c'est quelque chose, moi je me souviens dans les premières vidéos que tu as filmées notamment, il dit la varée ça coûte rien mais tes abeilles ça produit, quoi. Ça c'est la dimension matérielle. C'est un cours sur le matériel, le format varé et autres, quoi. Mais en fait il y a du non-dit et dans le non-dit il y a que j'ai les abeilles dans la peau, quoi. Une visite au rucher, ben, pendant des semaines et des mois, j'y pense, quoi. J'y pense et je sens ça. Et quand je mange du miel, c'est pas du miel que je mange le produit de mes abeilles, quoi. Et elles sont vivantes. Même des fois, quand les abeilles sont mortes, j'ai toujours des pensées pour ces abeilles qui sont mortes, qui m'en laissent ce miel, quoi. C'est comme ça, quoi. Maintenant, je suis en train de dire le contraire de ce que j'ai dit. Avec tout, on a, non, avec rien, on a tout. Mais j'ai envie de dire que non, les abeilles, c'est tout. C'est pas tous les jours, mais c'est toute la vie, quoi. Toute la vie en pensée, en attention. Même si j'y vais que quelques minutes chaque fois, euh, je les ai dans la peau, les bêtes, quoi. Et quand ça va pas, elles me le font savoir, et ainsi de suite, quoi. C'est pas le moment de m'en occuper quand je suis pas bien, et ainsi de suite, quoi. Donc il faut être très disponible, corps et esprit, hein. Pas que l'esprit, pas que le corps, hein, c'est vraiment mentalement. Ensuite, il faut, ce que ça coûte aussi, c'est de savoir se regarder en face. Là, je parle pas regarder les abeilles, savoir se regarder en face quand on a des problèmes, prendre ses responsabilités, rien attendre. C'est extrêmement dur, rien attendre, parce que rien attendre, soit de l'action, soit des abeilles, soit en général de tout ce qu'on met autour. C'est-à-dire, les abeilles vont sauver le monde, ou avoir des abeilles c'est bien, ou alors avoir des bons rapports avec les abeilles c'est important. Non, tout ça vous oubliez, quoi. Il faut d'abord être bien. Il faut s'assumer, c'est-à-dire ne plus avoir En fait, il faut simplement travailler son ego, c'est tout. C'est ça ce que ça veut dire. C'est arrêter l'attentisme et être responsable de ses actes. Et quand ça merde, ne pas dire c'est le gouvernement, c'est le climat, c'est c'est l'industrie qui pollue. Faut arrêter ces foutages. Dans l'instant présent, on a ce qu'on mérite. Et quand on a une relation très puissante avec les abeilles, qu'on les aime, on voit plein de choses, on fait plein de choses qui fait que les abeilles, elles arrêtent avec toutes leurs maladies, elles arrêtent avec tout leur stress, elles arrêtent de partir. Et là,
les choses se construisent, la réalité se construit, le bonheur se construit surtout, quoi. Donc arrêtez cette fuite et ce géocentrage, moi j'ai des problèmes, on va sauver, toujours je vois les problèmes, je vais les sauver. Non, non, arrêtez, oubliez ce géocentrage, égocentrage, et puis, je rappelle que l'ego, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme normal, vital, qui se met en place en situation de danger. Alors la société moderne, elle fait rien d'autre que de te mettre, toi, peut-être pas toi, mais au moins moi, tout le temps en danger. C'est vrai, hein, vous allumez des actualités, on fait sauter des bombes, hein, la moitié du temps, c'est des trucs plus ou moins organisés, quoi. Je le sais, parce qu'en fait, pourquoi? Parce que je peux pas citer mes sources, mais qui sont bien au-delà de... C'est des gens qui travaillent dans les services secrets, ce genre de choses, quoi, qui me disent des choses, quoi. Alors, faut arrêter ces conneries, quoi. On cultive, j'ai des copains, soit dans l'armement, soit dans le journalisme, qui avaient accès au rapport des RG, notamment. Et donc, tout ce qu'on a, mais vraiment tout ce qu'on nous balance, c'est fait pour stresser aussi les gens, quoi. Et ça, on le communique, on vit avec dans l'angoisse, quoi. Faut arrêter ça, non, faut lâcher prise, quoi. S'occuper de la vraie vie et de sa vie, quoi. Et ça implique de lâcher tout ce truc-là, cette espèce de on formate les gens pour qu'ils fassent tout le temps appel à l'ego. Facebook, c'est le magnifique, le plus beau cadeau qu'on ait pu faire à l'ego des gens, quoi. Les piéger, quoi. Lier point et pied à leur ego avec cette connerie, quoi. Coupez Facebook, coupez les actualités déjà et vous allez la pression va baisser, quoi. Au début on est seul avec soi-même et puis après on se découvre des joies immenses, des relations très intimes avec ses voisins, avec ses copains, avec les abeilles, et puis la vie lentement commence, quoi. Les bourgeons naissent partout et c'est fantastique, quoi. Et puis le stress arrête, quoi. Voilà. Donc l'ego, on est piégé avec notre ego, c'est l'horreur, quoi. Ensuite, construire sa propre réalité, et pas la réalité de Facebook, pas la réalité des médias, hein, qu'il faut avoir un jeans, il faut avoir une bagnole ou une machine à laver, ou il faut être habillé à Abercrombie, tu vois, fabriqué à 10 centimes par des familles dans le désespoir, quoi. C'est la norme toujours, quoi. Non, mais la norme, c'est déjà la notion de norme, c'est une stupidité, ça montre déjà qu'on est dans un troupeau bêlant, quoi. Mais il n'y a pas de norme, quoi. Il faut être capable de générer sa normalité, ses référentiels et son réel instantané, quoi. Donc ça, c'est terrible de savoir s'affranchir du copier-coller. Il n'y a rien de mieux que de balancer. Moi, on n'a jamais eu de télé, nous ici. Nos enfants ont été élevés sans télé, quoi. Et je peux vous dire, quand la télé s'allume, mon Dieu, c'est le misérabilisme intellectuel, mais je comprends même pas comment on peut regarder 5 minutes de télé, quoi. Et la radio, quand j'écoute la radio, on a envie de s'acheter des flingues, quoi. Pour se protéger des méchants, on a envie de sauter par la fenêtre, de se barricader dans un coin, je sais pas moi, aller loin de plein de trucs, quoi. Enfin, moi j'écoute la radio, je deviens plein de choses, quoi. C'est effrayant, quoi. Donc il faut arrêter tout ça. Et puis le dernier élément que ça coûte, hein, ces choses-là, c'est savoir installer, et ça c'est dans le long terme, de très long terme, hein, installer des boucles de rétroaction. C'est-à-dire que tu vas avoir donc des relations très fusionnelles, intimes, qui vont se lier avec tout le vivant, avec un merle. Moi, j'ai des relations presque à pleurer avec des oiseaux sauvages, hein, je ne connais pas leur nom, mais bon, c'est un merle, une femelle et un mâle qui sont là depuis très longtemps, bon, c'est pas les mêmes, hein, mais depuis 20 ans maintenant, qui font plusieurs nichés, et c'est fantastique, quoi. Avec les abeilles et plein d'autres choses, on entretient des relations, et ces relations se nourrissent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus fréquent, de plus en plus profond, on a de plus en plus de signaux, et puis on voit de plus en plus de choses, on sent de plus en plus de choses efficacement, et ça c'est très intéressant. Voilà. Et ça reste un petit détail, ça développe avec le temps de plus en plus de sensibilité et d'orientation personnelle privée, et plus ça va se développer, plus c'est personnel, plus c'est privé. Donc moins on peut en parler, surtout pas dans cette société où tu vas passer pour un fou, pour un mec qui ment ou qui... ouais, un mec qui a des problèmes, quoi. Tu risques au mieux d'être interné, comme ça tu pourras cultiver tes relations en asile psychiatrique, quoi. C'est tout, quoi. Mais en tout cas, ça se parle. Moi, les gens que je connaisse n'en parlent pas. Déjà, ils évitent d'en parler et surtout, ils mettent pas des mots dessus. Tu peux pas mettre de mots. Voilà. Si maintenant on s'intéresse, et ça va être mon dernier mot, si on s'intéresse à ce que ça permet concrètement, à comment ça se traduit au chapitre apiculture, d'abord, ça permet de prendre enfin soin des abeilles respectueusement, hein, en établissant un lien affectif. Hein. Pourquoi? Parce que déjà, on ne passe plus en force. La vareuse
Et l'enfumoir, c'est quand même un symbole de viol, on va dire, hein. C'est tu veux pas, mais je vais quand même le faire. Tu peux piquer, mais je sentirai rien, je fais ce que je veux. En gros, je ne sentirai pas ce que tu veux me faire sentir, mais je ferai quand même ce que j'ai envie de faire. Et ça va pas. Euh, Ça, il est tout à fait normal que ou l'essaim ne réagissent pas bien. Donc ça permet enfin de pouvoir prétendre travailler de manière respectueuse avec le vivant, quel qu'il soit, avec une vache, un taureau, c'est pareil, quoi, hein. Quand il y va avec le flingue ou avec le pic électrique, c'est qu'on fait fi des attentes, des besoins. Des fois, les animaux ont un peu de temps, ils ont besoin d'un peu de temps, ils ont besoin d'une attention, ils sont dans l'incompréhension, ils ont un autre problème. Et on passe pas en force. Avec les enfants, on le sait, la plupart du temps, bon, il y a des moments où on n'a pas trop de temps de discuter, il faut arriver à le faire passer. Mais quand c'est systématique, le passage en force, c'est pas normal. C'est pas du tout normal, quoi. Voilà. Ensuite, ça permet de bien connaître les besoins, c'est-à-dire tu sais quand un essaim va aller mal, quand il a besoin d'essaimer, ça, il y a plein d'apiculteurs qui le savent, qui le sentent. Oh, ils le sentent très très bien. À l'odeur, à plein de petits signes. On développe comme les escargots des antennes qui poussent partout, et on se met à sentir tout le vivant, quoi. Et donc ça permet de bien connaître les besoins quand ils sont faim, quand ils sont agressifs, quand c'est le moment d'intervenir et quand c'est pas encore qu'il faut un peu attendre. Elles vous le font savoir, ça c'est génial, sans même ouvrir. Hein, je pense que la ruche d'Adam et Langstroth, c'est vraiment la ruche des gens qui sentent rien. Ils sentent rien parce qu'ils veulent tout le temps vous voir. Et ça, c'est comme un médecin qui dirait attendez, je vais à vous ouvrir. Si chaque fois que vous venez, je vous ouvre, on est sûr qu'on voit tout. C'est à peu près le même degré de subtilité, quoi, des compétences qu'on peut développer, quoi. Et puis le dernier, ça permet un grand confort de travail, évidemment, de travailler quand les abeilles vous aident, quand elles vous guident par la main. Hein, moi, quand je vais voir un chien, j'aime pas trop les chiens parce que c'est pas ma forme de vivant avec lequel j'ai grandi. Mais quand je vois un chien, après, comme je ne m'y connais pas trop, la première chose que je fais, je lui tends la main. Et je lui laisse le temps de bien sentir ma main complètement. Et c'est que en fonction de l'attitude qu'il a, après, force à ma main, s'il tourne la tête, s'il la met en dessous, s'il frotte, s'il la met à côté, s'il me regarde avec ses grands yeux, je sais qu'il m'a accepté, je peux passer plus loin. Avec les abeilles, c'est pareil. Vous mettez votre main, elles vous montent sur la main. Et la façon dont les abeilles vous regardent et prennent votre main, elles prennent votre main, c'est les seins qui prennent la main. Bah, tu sais si tu peux aller plus loin ou pas et ce que tu dois faire. Donc c'est un très grand confort de travailler avec l'abeille. L'abeille travaille avec vous. C'est pas je fais le truc et puis l'abeille se tient tranquille, c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de très bien. Voilà, c'est à peu près tout terminé. Alors comment ça se passe après? Alors nous on propose des formations, il suffit d'aller sur le site Réseau Permaculture d'Alsace et dans le calendrier. Et là, il y a des dates, et puis on clique dessus, on a les informations, les liens pour télécharger les formulaires d'inscription. Et nous, on propose en septembre 5 jours. Donc c'est 3 jours de formation de base et 2 jours spécialisés sur l'abeille, où on apprend à communiquer avec le vivant. Et c'est fait en partenariat avec la fondation Anna Evans, qui est une vétérinaire. Donc c'est fait aussi pour les gens psychorigides comme moi, hein, qui doivent tout comprendre, tout maîtriser, et ça marche très bien. Et donc on fume rien, on boit rien. Voilà, et donc c'est 3 plus 5 jours. Et pour ceux qui ont encore un peu des doutes et ou ceux qui veulent se préparer à ça, moi je conseille vraiment, vraiment la lecture de 3 ouvrages. D'abord, c'est La méditation de Mathieu Ricard. Si on ne franchit pas le cap de la méditation, de la puissance de la méditation, si on ne s'approprie pas cet outil-là, sans aucune considération religieuse, hein, ben on mène nulle part. Parce qu'en fait, il s'agit d'accéder vraiment à la sensibilité de son être profonde et que seule la méditation permet. Et donc le meilleur livre que j'ai lu, c'est le plus petit, le moins cher, qui est fait par une sommité, hein, Mathieu Ricard n'est vraiment pas n'importe qui. C'est le guide de la méditation, initiation à la méditation, je ne sais pas comment il s'appelle, de Mathieu Ricard, c'est un tout petit ouvrage. Il y a une demi-page sur la méditation, tout le reste c'est les à côté, c'est-à-dire comment on arrive à stabiliser ses pensées, quelles sont les problèmes fréquemment rencontrés, mais c'est passionnant. Et donc là, ça nécessite minimum un mois de pratique. Une période de un mois de pratique, il faut vraiment essayer ça un peu, quelques minutes tous les jours, quoi. Et là, on commence à ressentir ce qu'on est, et à lentement se débarrasser de tous ces faux problèmes. Parce qu'il y a un gros travail à faire avant soi, avant de commencer à essayer de s'adresser à quelqu'un d'autre, hein. Qui que ce soit un humain ou que ce soit un animal. Donc le premier là-bas, c'est la méditation. Il faut pratiquer seul. On peut se faire aider, hein, je sais pas comment on appelle ça, un dojo ou une salle de méditation, mais moi j'ai appris tout seul avec Mathieu Ricard. Après, il y a le livre Le plaisir de la méditation, qui est aussi très bien, que je n'ai pas lu.
Deuxième ouvrage qu'il faut lire, en fait, ils vont par deux, c'est Les cinq plaies de Lise Bourdeau. Alors, les cinq plaies vous expliquent, le premier livre, il vous explique un peu le problème. Donc, c'est une littérature un peu particulière, tout le monde n'accroche pas. Il ne faut pas regarder les dessins et puis les trucs un peu simples qui n'apportent rien. C'est vraiment les mécanismes des différentes plaies qu'il faut bien maîtriser et surtout lire le deuxième livre qui s'appelle Guérison des cinq plaies. Lui, et seulement lui, parle de l'ego. Il est vraiment bien. Après avoir lu ces trois ouvrages, on a une puissance de tir, une efficacité, on sait de quoi on parle, on connaît son potentiel. On ne sait pas encore comment l'utiliser. Ça, c'est Anna Evans, notamment la fondation Anna Evans, qui peut le montrer en 2-3 jours déjà. Hein. On a quelque chose d'incroyable. On arrive à faire des choses mais fantastiques. Ça, c'est très très lourd d'émotions. Hein, ce qu'on arrive à faire avec soi-même quand on a les moyens, quand on vous l'enseigne. C'est très puissant. Mais auparavant, il faut bien maîtriser son ego et maîtriser sa concentration. Donc ça, c'est Lise Bourdeau et Mathieu Ricard. Voilà, j'ai développé l'essentiel et je pense que c'est très important quand on est débutant de ne pas se satisfaire de la lecture d'un bouquin. La vie des abeilles, le cycle, les formats de ruches, ou acheter, ainsi de suite, c'est pas que ça. La technique ne mène d'après moi à nulle part quand on parle de vivant. Et après, c'est arriver enfin à s'occuper de l'essentiel, à savoir d'abord soi-même, avant de s'occuper des autres êtres vivants. Quoi. Et si la vie t'amènera à t'occuper d'êtres vivants, je pense que cet outil, qui est l'outil de communication avec le vivant, est vraiment très puissant. Moi, je le pratique maintenant quotidiennement depuis 8 mois avec une joie vraiment très intense.